Bienvenue dans ce nouveau podcast Moto Magazine, un podcast qui se découvre, qui se savoure sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Google Podcast, machin, qui se regarde aussi sur YouTube. Ce podcast s'appelle Dis Coco, pourquoi tu fais de la moto? Et le coco du jour, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, c'est Monsieur, avec un M majuscule, Eric Dessen. Il est président d'Yamaha Europe à Amsterdam, il est au board de Yamaha Japon, ce fut d'ailleurs le premier européen à avoir cet honneur. Tu es aussi président de l'IMA, l'association des International Motorcycle Manufacturer Association, donc qui regroupe les fabricants de motos du monde entier. Oui, absolument. Sous l'égide de l'ONU, ça en fait des casquettes et des responsabilités. Alors avant de se mettre dans la peau, non pas de John Malkovich, mais d'Eric Dessen, pour savoir comment tu cumules une telle carrière, autant d'activités, un emploi du temps qu'on imagine chargé. Et d'ailleurs, on te remercie au plus haut point d'être là sur le canapé de Motomag. Mais tout ça ne serait pas possible sans une vraie passion de la moto. Une passion que tu nous as expliquée, qui vient un peu d'une filiation familiale de tes grands-parents, par exemple, c'est ça? Oui, enfin, je crois que déjà, on ne peut pas faire ce métier par hasard. Ouais. Et je trouve que la chance que j'ai d'avoir pu embrasser cette carrière professionnelle de manière aussi impliquée autour de la moto, ça se respecte. Et donc, il faut essayer d'être à la hauteur des enjeux. Et aujourd'hui, j'ai la chance, que ça soit pour Yamaha, que ça soit au niveau collectif, au niveau des grandes directions du monde de la moto, que ça soit dans le domaine de la compétition, d'avoir une petite influence, de pouvoir parfois mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que des choses soient possibles. Et donc, moi, mon credo, c'est d'essayer de faire du bien, quoi. Essayer de faire du bien autour de soi. Et la moto, ça fait du bien à soi-même. Bah, la moto, déjà, ça fait du bien à soi-même. Voilà. Mais si en plus tu peux faire du bien à la moto, tu as l'impression que c'est vertueux, tout ça. Donc moi, c'est voilà, c'est un peu ça, ma technique de base. D'accord, bonne technique. Et cette passion de la moto, on y revient, c'est quelque chose de familial, malgré tout. Oui, alors je dirais que j'ai eu la chance, moi, de naître dans une famille où la moto était toujours présente. Ouais. Elle était là, à côté, où que j'aille, dans une maison de la famille, chez des oncles, des grands-parents, etc. Il y avait toujours un bout de moto qui traînait quelque part. Et grâce à mon père qui m'a tôt mis sur le réservoir de sa moto, et ça a éveillé en moi, en tout cas, une attirance extrêmement forte. J'ai trouvé ça incroyable. C'est assez marrant parce que je pense que j'ai beaucoup aimé mon enfance, mais j'ai aimé mon enfance en étant déjà un peu adulte, en fait. Ouais. Je m'aperçois que j'adorais bricoler, faire, construire, faire des trucs, être au contact des adultes, mais pas dans une logique policée et de bonne éducation. J'avais un frère qui m'agaçait un peu parce que il était très bon en études, il lisait des bouquins du matin au soir, et le monde adulte l'accueillait à bras ouverts en disant c'est un érudit. C'est un érudit, lui il a le droit d'accéder au monde des grandes personnes. Toi, tu bricoles dans ton coin et tu fais que des conneries, donc tu vas attendre un peu. Mais j'avais l'impression, moi, en faisant mes conneries et en faisant mon apprentissage, de faire déjà des choses d'adulte, sans être accepté par le monde adulte. Et la moto était finalement une espèce d'accélérateur de ce sentiment-là, où j'avais l'impression de démarrer en cachette, d'abord les mobylettes, puis les motos. Mais tout ça très jeune, on parle très tôt. De moins de 10 ans. Oui, c'est ça. J'avais 6, 7, 8, 9, 10. Mais une moto à l'époque, sans être irrévérencieux, ça se démarrait au kick, non? C'est ça? Oui, évidemment. Oui, donc à 6 ans, tu démarrais une Norton. Non, quand même pas. Non, je commençais par les mobylettes. D'accord. Mais je me souviens encore de la première moto, c'était une XS 650 en 72, que j'ai démarré au démarreur électrique, et je trouvais ça magique. Parce que c'est vrai que d'un seul coup, quand tu as 12 ans, tu t'appréhendes moins d'appuyer sur un bouton plutôt que d'essayer de kicker. Mais non, mais après tu te débrouilles. Assez vite, j'avais compris que démarrer à la poussette, c'était plus facile qu'au kick. Et donc, il suffisait d'avoir une petite pente pas loin, et puis hop, tu démarrais un bon coup sur la selle. Donc, non, j'ai appris par moi-même beaucoup. Et la moto a très vite été pour moi, un domaine d'engagement un peu secret, de liberté, où j'étais en opposition avec le code de la bonne éducation adulte qu'on voulait me transmettre. D'accord. Donc, j'avais un côté rebelle. Et puis, est-ce que c'était pas aussi une
espèce de petite lucarne qui te permettait, en tant qu'enfant, d'accéder au monde des grands. Tu me racontais que ton père organisait, ton père était à l'origine du BMW Club de France, avec des événements qui ont pris tout de suite une ampleur incroyable. Et très jeune, tu co-participais à l'organisation de ce truc-là, sans Internet, sans rien. Enfin, c'était des fiches à la main, des courriers, voilà. Oui, disons que d'abord, j'avais une énorme admiration pour mon père. Et papa était passionné. Ouais. Mais il était passionné, impliqué. Ça veut dire que le temps qu'il passait à pratiquer la moto ou à s'investir pour la moto était aussi un temps où il réalisait des choses. Et donc, avec son ami de toujours, qui était Jean Murit, qui était un gros concessionnaire. Jean Murit, le gros concessionnaire parisien, voilà, c'est ça. La moto, c'est Jean Murit. Oui, c'est ça. Qui était le slogan qu'il avait adopté au moment où il avait déménagé de la rue Eugène Baruel à la rue Lacordaire, puisque c'était un multimarque. Et donc, il y avait une offre incroyable. Et donc, moi, ce qui était super sympa, c'est que papa avait créé le BMW Club de France avec Jean Murit, avec la vocation d'essayer de sortir la moto de son image de blouson noir ou de barbour mal léché. Et il fallait essayer de montrer qu'il y avait la moto, c'était autre chose. Et qu'il y avait une forme, entre guillemets, d'art de vivre. Et donc, avec le BMW Club, ils ont commencé à organiser des sorties, puis ils ont décidé de lancer une concentration qui s'appelait les Chamois en 65, qui a eu un vrai succès. Hein. Qui était une concentration estivale et pas hivernale. Et voilà, la grande différence, c'est ça. C'est que c'était pas que pour les purs et durs, c'était aussi pour ceux qui se faisaient plaisir à moto et qui l'assumaient. Et donc, ça avait lieu au mois de juillet, à Val d'Isère, avec la montée du col de l'Iseran, et ils se débrouillaient pour avoir des petites personnalités, mais quand même, certains sportifs, après les Jeux Olympiques de Grenoble qui avaient eu lieu en 68, Marielle Guachel, qui avait remporté le slalom femme, était venue pour faire l'ouverture des Chamois au guidon de sa BM. Enfin, ils étaient déjà un peu dans le people, et ils essayaient de se débrouiller pour donner cette image-là. L'image de BM, c'était des motos de coursiers, c'était des morceaux de livreurs, c'était des morceaux de journalistes qui avaient besoin d'un truc fiable pour leur reportage. C'était pas l'image un petit peu snob premium qu'on lui colle à tort ou à raison, je sais pas, mais aujourd'hui. Oui, absolument. À l'époque, BM, c'était des motos sûres, fiables. Contrario des italiennes et des anglaises. Donc c'était déjà un choix rationnel. C'était la moto des coursiers, c'était la moto du Tour de France, c'était la moto des gendarmes. Donc il y avait ce côté un peu utilitaire. Et on était encore au début des années 60 avec cette génération de motos avec fourche Earls, qui était encore l'émanation des motos de la guerre. On n'était pas encore sur les séries 5 qui sont arrivées au milieu des années 70, avec la R75-5, puis après, au début des années 70, la 90S, qui a été une étape dans BM. Mais à l'époque, en 60, c'était encore des motos assez rustiques. Et donc, il y avait cet enjeu. Alors, je dis rustique, je suis un peu salaud, parce qu'il y avait quand même en sidecar et un peu en solo, quand même déjà une bonne réputation de la marque. Et la 69S, c'était une moto dite sportive déjà à l'époque. Mais donc, c'était plus par le sidecar que BM avait cette empreinte sur la compétition. Et toi, tu te retrouves, à moins de 10 ans impliqué dans tout ça. Voilà, donc papa est impliqué dans tout ça. Donc moi, je vis les Chamois. Je classe les fiches d'inscription des Chamois. Il y en avait quand même plus de 10 000 par an, donc ça occupait son bonhomme pour l'hiver. En 69, le BMW Club décide de relancer le bol d'or. Donc il y avait aussi la compétition. Ce qui fait que la moto, c'était pas que la pratique, c'était pas que rouler. Il y avait derrière un monde. Il y avait un monde, il y avait un imaginaire, il y avait des événements, il y avait des trucs à vivre, etc. Et moi, ça m'a super excité, quoi. Tu t'es retrouvé de la même façon impliqué, malgré toi, pour ton plus grand bonheur, dans l'organisation du Bol d'Or. Alors, oui. Après, à partir de 71, donc j'avais 11 ans, papa m'a autorisé à venir au bol, et papa avait un truc qui était une planque en or, parce qu'il s'occupait de l'organisation pendant l'année, mais sur l'événement lui-même, c'était le MC Châtillonnais, le Motoclub Châtillonnais, qui était affilié à la FFM, qui s'occupait de la partie sportive, et donc le BMW Club devenait finalement un accompagnant, mais n'avait pas grand-chose à faire sur l'épreuve. Et donc la grande responsabilité de papa, c'était, on s'occupait de la procédure de départ, et la procédure de départ, à l'époque, on était encore dans une période où les nationalités des pilotes faisaient partie du prestige. Et donc, avant le départ, il y avait la présentation des pilotes. Et chaque pilote venait sous sa bannière avec le drapeau, etc. Et donc,
pour faire le show, il y avait un pseudo-feu d'artifice, ça veut dire que derrière chaque nationalité, on annonçait pourquoi, et pour l'Australie, Jack Finlay, et machin. Et à ce moment-là, on avait 2 poubelles en sable avec 2 tubes, et papa en avait une, moi j'avais l'autre, et on allumait nos pétards, et devait partir une espèce de petite explosion avec un petit drapeau de l'Australie qui descendait du ciel au moment où on annonçait les pilotes. Donc notre mission, c'était de faire péter les pétards dans l'ordre, sans se gourer. Et une fois que la procédure de départ a été passée, on n'avait plus rien à foutre jusqu'à l'arrivée. Donc on avait nos passes organisation et ça nous permettait de vivre la course dans les box, dans les stands, etc. Et moi je me souviens, à 16 ans, il y avait un pilote américain qui s'appelait Pat Evans, qui était venu faire le boulder sur une TZ 750 Yamaha, engagé par Jean Murit. L'équipage, c'était Jean-Paul Boinet, Pat Evans, et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait personne dans le box qui parlait anglais. Bon, autant dire que mon anglais était sommaire, mais je me suis retrouvé traducteur de Pat Evans pendant toute la course. Ce qui était très sympa. Donc du coup, tu étais impliqué dans le truc. Et la deuxième responsabilité de papa, qui était très sympa aussi, c'était la remise des prix. Et donc, on préparait les petits bols. Il y avait une réplique du bol pour tout concurrent qui passait l'arrivée, qui était classé, et évidemment il y avait toujours une sécurité. Donc ça m'a permis, et ça me permet encore aujourd'hui d'avoir dans ma vitrine tous les bols des années 69, 70, 71, etc. Puisqu'il y avait toujours un en rab, et il voyait que j'étais motivé, il disait toi Eric, tiens, allez, pour toi t'en as un. Bon. Et alors, pour finir sur cette anecdote bol d'or, je me suis retrouvé, on fait le bol d'or au Mans de 71 à 77, et en 77, la CO annonce avec Motojournal qui lance le bol d'or, les 24 heures du Mans. Du coup, il faut que l'organisation dégage du Mans, et on va au Castellet. Le Castellet, les installations étaient très sommaires, et notamment sur le plan sanitaire, la première année, il n'y avait pas de toilettes pour le public, il n'y avait pas de parking tracé, etc. Du coup, j'y vais, je passe la semaine là-bas, et je me retrouve à faire vraiment, j'étais le va chercher, Eric, machin. Et donc, je me souviens, notamment, j'avais tracé les parkings avec de la chaux, avec des arrosoirs pour faire, et je traçais les parkings avec de la chaux avant que la visite de sécurité passe. Et je vois encore le préfet passer avec Patrick Casanova dans leur voiture, absolument. Parce que vous aviez revendu le bol d'or avec Casanova, alors, Casanova ou c'était non, à l'époque, Casanova, c'est La Rivière. Hein, à l'époque, voilà. Alors, à l'époque, les éditions La Rivière avaient la majorité des droits du bol d'or, mais le BMW Club avait encore à peu près 30% des parts en tant que cofondateur au départ. Et donc, on était encore partie prenante. Donc, je fais tous ces trucs-là, d'aménagement du circuit, etc. La course part et l'arrivée. Et au moment de l'arrivée, il fallait préparer les enveloppes, parce qu'à l'époque, les primes d'arrivée étaient données en cash aux pilotes. Et c'était important. Et donc, la Brinks, ou l'équivalent, nous dit pas question de rentrer dans le circuit, c'est beaucoup trop dangereux avec tous ces motards. Donc nous, on laisse le pognon à l'entrée du circuit, vous vous débrouillez. Là-dessus, on me dit, Eric, va chercher. Va chercher $100 000. Et je me retrouve à l'entrée du circuit, en 78, où ils me mettent l'équivalent de 50 briques, donc 500 000 francs de l'époque, en petite coupure, dans un petit sac à dos US Army en kaki. Et je me suis retrouvé à revenir à pied de l'entrée du circuit jusqu'au grand stand, avec mon petit sac à dos, mes 50 briques dans le dos. L'air de rien. En me disant, faut pas que je me fasse gauler. Et une fois arrivé, je comptais les billets pour faire préparer les enveloppes de l'arrivée. Une fois les enveloppes prêtes, on me dit, attendez, l'arrivée, et dans ces années-là, la piste était envahie. Donc, à partir de 3h moins le quart, ça poussait, les grillages s'écrasaient, et tout le monde commençait à rentrer sur la piste. Et donc, il fallait remettre le bol au vainqueur. Et c'était Jean-Claude Chemarin qui gagne en 78. Et personne n'osait y aller, parce que la foule avait déjà tout envahi. Et même descendre des bureaux de l'organisation sur la piste, c'était, on ne savait pas comment. Et ils me disent, Eric, c'est toi qui dois aller remettre le bol. Ah non, merde. Il me file le bol, je l'emballe dans du papier journal pour planquer ce que j'avais, et je descends avec mon papier journal au milieu de la foule, et je vois, au bout de, je sais pas, 5-7 minutes, il y avait une foule de dingue. Et il y avait Chemarin qui arrive, porté par la foule. Il était comme ça, en train de te porter. Il arrive près du podium, je ne sais même pas où était le podium, moi je déballe mon truc, je lui fous dans les mains, je lui dis maintenant fais mon boulot, il se passera ce qui se passera. Mais donc j'ai eu l'honneur de lui remettre son bol d'or. Donc tout ça c'était des souvenirs quand tu as 16, 17, 18 ans, c'est des moments extraordinaires. Qui sont géniaux et qui ont fait que voilà, tout cet attachement que moi j'ai pu nourrir
vis-à-vis de la moto, vis-à-vis de la culture moto. Ouais. Parce que nous, à la maison, papa était un vrai. Donc, on recevait Motorcycle News, Ouais. Das Motorrad, D'accord. Moto Revue, Ouais. et moi, j'achetais tout le reste. D'accord. Parce que moi, je prenais tout. Ouais. Donc, que ça soit motocyclisme, la moto, évidemment Motojournal, Plein Pot, Moto Rush. Enfin, à l'époque, la presse moto était très prolixe. Et moi, j'achetais tout. Ouais. Et je lisais tout. D'accord. Et tu les as conservés ou Oui. Ah, d'accord. Non, je conservais. Des magazines que tu lisais à 17 ans, absolument. Tu les as je les ai toujours. D'accord. Ouais. J'ai tout. Ah non, moi, je suis super conservateur. Au grand désespoir de ma femme d'abord, puis de mon épouse ensuite. Ouais. Non, je garde tout. Ouais. Je garde tout. Donc, ça n'a. Par moment, je me dis tout ça, ça finira peut-être un jour à la benne, mais tant que je suis là, c'est là. Et donc, ça me permet. J'ai encore, par exemple, le dossier de presse de l'écurie Baran, que Kawasaki, en 71, trouve le sponsorship de Baran, et Xavier Maugendre, qui était l'importateur, lance l'écurie Baran. Et l'écurie Baran, il y avait 3 pilotes quand Baran, il le lance. C'était du cirage, hein, c'est ça? Cirage. Ça paraît improbable aujourd'hui. Bah oui, mais ça faisait, c'était pas complètement couillon, parce que ça faisait lien avec les combinaisons en cuir, et donc la protection du motard, c'était bien entretenir son cuir. Bon, ça valait ce que ça vaut, mais enfin, c'était là. Et donc l'écurie Baran est lancée en 71, et j'arrive à ce que papa m'emmène. Ouais. Et du coup, j'ai mon autographe de Michel Bétan, de évidemment Christian Ravel et d'Eric Offenstadt, de cette soirée-là. J'ai encore le dossier de presse d'origine, de l'époque. Et l'histoire, et c'est ça que j'adore dans la moto, c'est que c'est quand tu as la chance de t'impliquer, d'être à l'écoute des rencontres que tu peux faire, et de respecter ces rencontres, et de t'en souvenir. Je récupère ma dédicace d'Eric Offenstadt en 71, amitié Eric, pour Eric, enfin bon. Et 30 ans après, même peut-être 40 ans après, en 2011, Christophe Guyot me dit, écoute, j'aimerais bien que tu rencontres Eric Offenstadt, je ne sais pas si tu le connais, tu rigoles, je ne sais pas si tu le connais, etc., parce qu'il voudrait relancer un concept de géométrie de châssis, de moto, qui a été son obsession toute sa vie. Et je lui dis, écoute, ok, pas de problème. Et Eric Offenstadt vient déjeuner chez Yamaha France, à l'époque j'étais encore France, on déjeune ensemble, il s'assoit, et je lui dis, écoute, Eric, 1, je me permets de te tutoyer, 2, tu peux me demander ce que tu veux, et je vais te dire pourquoi. Alors, je lui dis, bah tu vois, parce qu'il y a 40 ans, tu m'as signé ça. Et je lui refile sa carte, la photo de lui en 71 sur son H1R. T'avais 11 ans, c'est ça? Oui, dédicacé pour Eric, amitié Eric Offenstadt. Je lui dis, tu vois, ce jour-là, tu me l'as donné, maintenant c'est à moi de te rendre quelque chose. C'est beau. Donc, et on l'a fait comme ça. Et on a fait la GECO, et aujourd'hui, il y aura peut-être d'autres surprises à venir dans les mois qui viennent, à cause d'Offenstadt. Mais j'ai poussé les idées d'Offenstadt jusqu'au bout, en espérant qu'un jour on arrivera à démontrer qu'il y avait quelque chose de précieux dans tout ce qu'il a. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de, là on fait une petite parenthèse, il y a plein de théories sur des trains à vent non conventionnels. Il n'y en a quand même jamais un qui a réussi à s'imposer vraiment. Alors, entre la Elf, entre les bimoteurs, entre Offenstadt. Le problème qu'il y a eu finalement, c'est que souvent, ça ne s'est pas contenté d'être un train à vent. Ça veut dire que, notamment Eric, et il le reconnaît très bien, dit ce qui était réussi sur la butte, c'était le train avant. Par contre, sur l'arrière, on a complètement merdé. Et finalement, l'arrière n'a pas permis d'exploiter totalement la conception de l'avant. Là, aujourd'hui, les travaux qu'a mené Eric depuis 10 ans, c'est beaucoup plus sur la motricité et sur les effets mécaniques de la traction, ça veut dire des effets de chaîne, et comment utiliser la puissance motrice de la moto pour apporter des modifications au châssis qui lui permettent d'améliorer la motricité. D'accord. Et c'est loin d'être idiot, et donc derrière tout ça, on verra. Mais j'espère qu'un jour on verra des applications dans le MotoGP. On attendra ça. Voilà. Revenons au jeune Eric Dossen, tu es passionné de moto, on voit que donc, très vite tu as le privilège d'être un jeune spectateur dans des moments magique du monde de la moto. Tu te mets à pratiquer assez tôt et tu te mets même à faire de la compétition assez tôt, un peu contre la vie familiale, en tout cas pas avec le support de la famille, et tu te retrouves sur le guidon Shell et puis ensuite sur la Coupe 125 Honda. Ce qui me plaît dans la Coupe 125, c'est quand même qu'il fallait être motivé pour la vivre de la façon dont toi tu l'as vécu, parce que tu étais lycéen, chaque centime comptait, tu n'étais pas aidé, et tu me disais, tu mettais la moto dans le train, tu la poussais jusqu'à la gare parce qu'elle n'était pas homologuée, tu sortais de l'école à 15 ans, à 17h le vendredi, tu allais prendre le train avec ton carénage à la main, ton sac à dos avec ton cuir. Raconte un peu comment tu... Non, c'est ça. En fait, bon, évidemment, quand tu t'intéresses à la moto, et notamment dans ces années-là,
faut voir que la presse moto, c'était 60% du contenu, c'était la course. Il y avait 40% sur des essais et un peu de nouveautés, mais 60% du contenu, c'était la course. Ah, mais il faisait des couvertures, des unes avec un mec absolument. au final. Enfin, donc absolument. Donc la course, c'était le socle culturel qui unissait tout le monde. Et donc, quand tu t'intéressais à la moto, tu t'intéressais à la course. Et donc, mon rêve, c'était de faire de la course. Et à partir de là, je m'en étais un peu ouvert à papa, qui m'a dit, écoute, mon petit vieux, tu comptes pas sur moi. Bon, au moins, c'était clair. Il m'a dit, jamais je te soutiendrai. Maintenant, si tu le fais avec ton argent, je peux pas t'interdire. Je n'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et donc à partir de 14 ans, à l'époque on pouvait bosser à partir de 14 ans, moi j'ai essayé de faire tous les jobs possibles pour mettre ça sur mon livret de caisse d'épargne et puis me faire ma plotte. Donc j'étais 10 jockeys au cercle militaire à 16 ans, 17 ans, pour faire des mariages et des soirées le vendredi et le samedi soir. J'étais coursier pour Hermès le samedi matin avec il me prêtait un Solex et j'allais livrer. Donc j'étais un peu payé pour ça. J'ai fait de l'emballage, j'étais emballeur. Après j'ai été vendeur. Enfin bon, et puis le Graal, ça a été quand j'ai réussi à être steward sur Air France, où là j'ai fait plusieurs saisons avec Air France, et là c'était très bien payé. Donc ça m'a permis quand même de tout ça, ça me permettait quand même d'avoir un petit matelas. Et donc j'ai commencé avec Monneray. En fait, Monneray avait mis en place pour les jeunes une école de pilotage cyclo, et pour ceux qui mordaient, il y avait une finale chaque année, mais ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Il y avait Stade 2 qui venait. À l'époque, c'était le ORTF, et qui venait. Et moi, j'avais été interviewé pour la finale. J'étais la gloire au CES Danton de Levallois en 74. Là, j'avais marqué mon territoire. Là, c'était formidable, parce que passer à Stade 2, il y avait que 3 chaînes. Donc, tout le monde le voyait. Donc c'était un truc de dingue. Et donc, je fais ces finales, je sens cette espèce d'enjeu de la compète qui me plaisait. Ça me plaisait. Enfin, je trouve que la compétition, c'est formidable parce que c'est un appel à se dépasser. Alors, on peut se dépasser dans le voyage. Moi, j'ai fait des trucs de barjot. C'était une autre manière de se dépasser. Dans mes péripéties de gloire, j'avais fait quand même un Paris-Pamiers dans l'Ariège, donc 840 km dans la journée avec une 100 Kawa. Un 1er août, donc pendant 3 jours tu rouvres plus la main, donc t'as la main coincée. Mais bon voilà, donc j'aimais comme ça aussi, je considérais, avec la mob, je considérais 40 km par heure, 10 heures sur la mobilette, 400 km. Donc je prévoyais des voyages à 400 bornes par jour avec mon 100-3. Bon. Et ça se fait. Oui, bien sûr. Après, c'est que dans la tête. Il n'y a pas besoin d'une 250 GS Adventure. Donc oui, c'est un bon exemple, parce que c'est pour ça que ça m'agace cette moto. Je trouve qu'il y en a trop. Il faut rien avec. Donc à un moment, moi je pense que peu importe le flacon, je veux dire, ce qu'il faut, c'est aboutir et réaliser son projet. Et donc la compétition, je l'ai abordée comme ça. Et après le Challenge Honda, après le Guidon-Shell, le Challenge Honda est apparu en 76. Jacques Boll remporte la première édition. Et c'était la formule la plus économique. Parce qu'évidemment, ce qui me faisait rêver, c'était la Kawa, la coupe Kawa, 350 S2, 400 kH, et puis ce bruit, le truc où clac, et puis quand ça, oh là là, moi ça m'a fait rêver. Donc le 3 cylindres Kawa, ça m'a fait rêver. Mais bon, j'avais pas les moyens. Et donc la Challenge Honda, il y avait un vrai gap en termes de budget. Il y avait un vrai gap. Enfin, d'un côté, la moto coûtait 10 ou 12 000 francs, l'autre elle coûtait 4 000. Enfin, c'était pas comparable. Et puis la Coupe Kawa, c'était un niveau semi-pro. C'était, si tu voulais être dans le coup, c'était. Et puis il y avait les journées K, il y avait une sélection, une qualification en début de saison. Le Challenge Honda, c'était qui veut y aller, y va. Par contre, c'était quand même chaud parce que quand tu arrivais sur le circuit, il y avait des courses où on était plus de 300, 300, 350. Donc en fait, tu avais juste le droit de faire 5 tours chrono. Et sur le temps de ton meilleur temps des 5 tours, déjà, tu avais une élimination, on en retirait quasiment la moitié. Puisqu'il y avait en général 4 courses qualificatives d'environ 40, donc on en prenait 160 pour faire une course qualificative, et on gardait les 10 premiers pour faire participer à la finale. Donc c'était un peu chaud.
J'achète ma 125 S3, je prépare, parce que moi j'ai toujours fait ma mécanique moi-même. T'as appris comment ça? J'ai bien aimé. J'ai appris de deux manières. Une manière pratique, une manière académique. La manière académique, c'est que j'achetais tous les bouquins de mécanique à partir de 10 ans. Je me souviens, mes premiers livres de mécanique, j'avais 10 ans. Et je les ai toujours là aussi. J'ai une bibliothèque quand même assez large sur la technique, des motos de compétition, le 2 temps, le 4 temps, les trucs, etc. À l'époque, on t'apprenait à refaire tes lumières. Le profil d'un pot de détente en fonction, si tu veux, du couple, la longueur du type de fuite, etc. Et puis quand tu as 10 ans, tu absorbes tout. Donc moi, j'ai tout lu. Tout ce qui était publié. Donc je me suis intéressé à ça. Et puis sur le côté pratique, j'avais un grand-père qui était extrêmement bricoleur. Extrêmement bricoleur, et que j'adorais, et je passais beaucoup de temps avec lui. Et donc il avait des boîtes à bidules. Et des boîtes à bidules, ça veut dire qu'à chaque fois que tu avais un truc qui était cassé, tu le jettes pas, et quand c'est foutu, au moins tu démontes et tu gardes. Donc tu gardes des petites roulettes, des machins, des courroies, des ressorts, des trucs. Et quand tu as quelque chose qui est cassé ensuite, tu vas dans la boîte à bidules, tu réfléchis 5 minutes et tu essaies de réparer. Et moi j'adorais réparer avec ma boîte à bidules. Donc j'ai toujours des boîtes à bidules. Aujourd'hui c'est plus compliqué avec un iPhone pour transmettre ça, c'est pas facile. Mais bon, j'ai quand même mes bidules au cas où. Et en fait, j'ai toujours été bricoleur. Donc j'aimais ça. J'étais très manuel. J'adorais réparer. Tout. Donc quand tu fais les deux, à l'arrivée, tu te poses pas la question, tu fais ta mécanique. Et puis, mais si tu découvres malgré tout qu'il y a quand même déjà de la triche. Alors, après, je découvre ensuite. Mais bon, moi, j'y vais innocemment, je fais mes préparations, mon truc. Et en effet, j'avais 17 ans, j'avais pas de permis automobile, évidemment. Et donc, la seule manière, si t'es pas aidé d'aller sur un circuit, il y a que le train, quoi. Enfin, il y a les pieds et le train. Il faut être super motivé, quand même, pour... Alors, faut être mais respect. Oui. Mais je me posais pas la question, en fait. C'était naturel. Oui, j'avais pas d'autre solution, donc j'y allais. Ce qui fait que, en effet, la meilleure, la plus savoureuse, c'est le Mans. Tu nous racontes comment t'as fini. Parce que le Mans, donc, la saison 78, je commence par aller à Dijon-Prénois, où là, je trouve un de mes cousins qui, de manière sympa, met la moto dans l'arrière du Break 304, et donc là, j'y vais vraiment... Presque en pilote d'usine. Presque en pilote d'usine. Là, j'étais au top. On y va avec le Break 304 de mon grand-père. On plante la tente, il neigeait, et j'arrive à me faire qualifier malgré tout. Je fais 5 tours. Je fais ma première course. Deuxième course, c'était au Mans. Et on se retrouve au Mans, c'était en ouverture des 24 heures du Mans. Et donc là, j'emmène ma moto, dont je pousse, on habitait le Valois-Perret, et donc je pousse la moto jusqu'à Saint-Lazare, ce qui était encore pas trop mal. Bon, surtout que ça descend après. Parce que là, tu te rends compte quand ça monte et ça descend. Donc quand tu passes Villiers et que ça redescend, t'es content. Bon, donc je ramène la moto comme ça, mais j'étais sur le trottoir, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, pas de phare, pas de rien. Donc je laisse ma moto à Saint-Lazare le mercredi, je mets des cartons autour, elle part en train. Et le vendredi, j'étais au lycée du côté d'ailleurs de Villiers. J'avais mon sac à dos, ma combine, les outils, mais t'étais un peu mon carénage. En arrivant en cours le matin avec ton sac à dos. Oui, mais tout le monde savait que j'étais complètement frappé, donc ça surprenait personne. Donc ça surprenait pas. Et donc je vais à la gare, je fais mes 2 heures de train, j'arrive à la gare du Mans vers 20h, et il faisait déjà presque nuit au mois d'avril. Et je pousse. Donc je remonte le carénage, la selle, tout ça, et je pousse. Et puis, au bout de 3-4 km, donc au bout de 3 quarts d'heure, ras-le-bol de pousser. C'était les boulevards du Mans, il y avait un peu moins. Du coup, je finis par démarrer la moto, et au ralenti, j'avance comme ça tranquillement vers le circuit. Pas de bol, 2 gendarmes étaient là, 2 motards, qui m'arrêtent, qui me disent « mais qu'est-ce que vous faites là ?» machin. Et puis ils comprennent, comme il y avait le numéro de course et tout, ils me disent « vous allez courir avec ça ?» Je dis « bah oui ». Mais ils me disent « vous savez que c'est totalement interdit ?» Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le choix. Et adorable. Les mecs, j'ai dû les toucher, ils se sont dit « lui, il est complètement allumé ». Donc ils m'ont dit « écoutez, c'est pas sérieux, mais alors on va vous encadrer. » Et du coup, je suis arrivé jusqu'au paddock, mais vraiment au paddock, dans le paddock, avec un motard devant, un motard derrière, qui m'ont fait escorte et qui m'ont amené jusqu'au paddock. Et à l'époque, quand j'arrivais dans le paddock, tout le parc savait où j'étais, parce qu'en général, j'étais contre l'arbre, parce que moi, j'avais pas de béquille. Donc, il fallait que je pose la moto contre l'arbre, et je plantais ma tente au pied de l'arbre. Et donc, dans le paddock, ils savaient toujours me retrouver. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de course. J'ai été premier suppléant, donc je fais qualif, mais premier suppléant, dont je connais le désespoir de celui qui part premier suppléant, parce que tu as la grille, et toi, tu es derrière. Tu es en dehors de la grille.
Malgré tout, je me souviens, dans le premier tour, il y avait 8 chutes. Dans chaque virage, ça tombait. Et il y avait 8 chutes. Et je me souviens très bien, je calculais dans ma tête en me disant, mais putain, crac, j'étais remonté 28, 22, tata. Et j'ai fait toute la bagarre avec un mec qui avait le numéro 161. S'il se reconnaît un jour, ça me ferait plaisir de le revoir. 161. On a fait toute la bagarre, mais il a tapé le carénage et tout. Super course. Je garde un super souvenir. Mais le problème, c'est que, je dis pas qu'il y a de la triche, mais disons qu'il y avait de la préparation très poussée et que tout le monde savait très bien qu'après les manches qualificatives, les motos étaient jamais contrôlées sur le plan technique. Et donc, tu voyais des pilotes qui étaient beaucoup plus vite au qualif qu'en course. Ça pose question. Il y a pose question. Donc, et quand tu te fais, je me souviens, quand tu te fais déboîter dans le chemin au bœuf avec un mec qui te met un vent, enfin 10 bornes de mieux, alors que t'as pas le droit de changer ta démultiplication finale et que toi déjà t'es en zone rouge. Puis que la moto fait 8 chevaux et demi. Il y a un moment où tu te dis, tiens, il y a quand même un truc. Quoi. Donc, ça m'avait un peu dégoûté à force. Et j'avais vu que si vraiment je voulais le faire pour faire du résultat, il fallait que je m'y prenne autrement. Et j'avais pas les moyens de m'y prendre autrement. Donc c'est pour ça qu'après je suis parti sur l'enduro. Moi j'ai essayé toutes les disciplines en cherchant la discipline où je pourrais être bon. Alors c'est dans laquelle que t'es bon? Eh ben j'en sais rien parce que la quête continue. Non, la quête continue. Est-ce que tu as essayé le high speedway? Non, j'ai pas essayé ça, mais parce que après avoir essayé la vitesse, un peu d'endurance, l'enduro, le Dakar. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être le rallye routier. Et le rallye routier, et à cette époque-là, le Tour de France s'arrête en 83. Moi, j'avais 22 ans, 23 ans, et j'avais déjà écrémé tous ces trucs-là. Je me suis dit, maintenant, le rallye routier, pof, ils arrêtent le Tour de France. Du coup, j'étais déçu, et je pense que c'est pour ça que 40 ans après, j'ai relancé le mototour. D'accord. Par envie de me dire, mais peut-être que c'est là où je suis bon. Parlons un peu des Dakars, parce que tu as fait du coup 2 Dakars, avec une 250 XLS. T'en gardes pas un souvenir forcément plus émouvant que ça? Le Dakar, ce qui me plaisait, c'était ce mix entre l'aventure, le risque de l'aventure, la navigation, la mécanique et le fait de vivre un truc complètement hors norme. Avec une intensité folle. Avec une intensité folle. On parle de 80 et 82, voilà. c'est ça, donc le premier Dakar, c'est 79. Moi, ça m'allume un truc en 79 et il me faut 2 ans pour être au départ. Je fais d'abord le rallye Tunisie, où là, ça m'a beaucoup plu. Et au Tunisie, je me suis bien marré. Parce que, alors là aussi, pas d'assistance. Le rallye faisait 8 jours, il y avait 8 jours plein de courses, avec 400-450 bornes par jour, ce qui faisait quand même 3500 km. Et pour te dire l'innocence du bonhomme, j'y allais avec un seul train de pneus. Bon, donc autant, le dernier jour... Et en fait, mais je réfléchissais, ce qui fait que, je me perdais jamais. D'accord. Je me suis jamais même sur le Dakar. Dakar, c'était un peu différent. Le roadbook était moins bien fait pour moi. Mais le rallye de Tunisie, le roadbook fait par Fenouil était impeccable. Moi, je me suis jamais paumé. Deuxième truc, comme je savais que j'avais pas d'assistance et que j'avais pas beaucoup de rab, je roulais surgonflé. Bon, ça veut dire que je voulais pas crever. Parce que je savais qu'une crevaison pour moi. Pourtant, dans le sable surgonflé, c'est chaud quand même. Ah bah c'est chaud, mais tant pis. À un moment, il faut choisir tes choix. Non, mais il faut faire un choix. Donc je savais que j'étais pas là pour la performance, j'étais là pour aller au bout. Donc je surgonflais. J'étais plutôt à 1,8 kg, 1,9 kg, mais au moins grâce à ça, j'ai pas crevé. Ensuite, très vite, j'ai compris que dans des rallyes comme ça, dès que tu chutes, parce que tu t'en prends quand même, dès que tu tombes, il faut repartir tout de suite, il ne faut pas réfléchir. Donc il faut rester omnibulé, focus uniquement sur une chose qui est rouler. Rouler, jamais s'arrêter, rouler. Et donc dès que je tombais, hop, je me relevais plus vite que n'importe qui et je repartais. Et mon choix de la moto du 2,5 était fait pour ça. Parce que les 500 avaient réputation d'être parfois difficiles à redémarrer, notamment les XT500, si elles restaient couchées un peu longtemps. Avec entre la température moteur, l'essence qui faisait qu'à un moment ça noyait le moteur, et si tu la loupais au départ, même malgré le protocole à suivre, moi j'en ai connu qui ont abandonné par insolation uniquement parce qu'ils n'arrivaient plus à redémarrer la moto. La 2,5, tu tombes, tu la redresses, boum, premier coup, t'es reparti, et après tu réfléchis. Donc moi j'ai suivi cette stratégie-là. Moyennant quoi, on était à peu près 180 pilotes en 81, et je me retrouve au scratch, classement général final, 35, comme ça, la veille de l'arrivée. Moi, j'étais au top, donc j'étais super content. Et le dernier jour, on roule, voilà. Et moi, je commençais à avoir une grappe de mecs derrière moi, parce que
il y a un paquet de gars qui me doublaient 4 fois dans la journée. Ouais. Le mec, il me passait, il paumait, il revenait, il me passait. Et donc, dès que c'était un peu technique au roadbook, ils avaient repéré, lui, tant pis, on va pas vite, mais au moins sur le passage qui est un peu couillon dans le roadbook, lui, il va pas nous paumer. Et donc, à un moment, j'avais une grappe, ils étaient 4-5 derrière moi, et on arrive, pourtant le roadbook était clair, il y avait un virage à gauche, on était au pied d'un fond d'oued, t'avais des deux côtés des petits massifs comme ça, rocailleux, et on avait une fond d'oued, et il y avait une grande courbe à gauche, et le roadbook dit, attention, à 200 mètres, petite sente à droite, peu visible. Moi j'étais comme le lynx, hein, je regardais mon truc. Mais 4 mecs derrière, ils voient cette virage à gauche, et puis là, c'était, je dois dire, tu te croyais aux États-Unis, barra mexicaine, au milieu de la steppe, une jolie piste comme ça qui partait, qui serpentait, mais 4 mecs, wouap, et ils me doublent tous, et ils partent tous à fond là-dedans, dans la poussière. Moi, 200 mètres, petite sente, je prends à droite, et je monte sur le plateau. J'étais parti 35 le matin. J'arrive là-haut au CP, on me dit, t'es 3. J'étais 3e. Les 32 autres, c'était paumés. Ils étaient dans la pampa, je sais pas où ils étaient. Putain, je me dis, mais là, je fais jackpot. Je casse la banque. Je pars euphorique et tout, je passe l'arrivée, j'étais le plus heureux. J'ai remonté 11 places le dernier jour, tout le monde a pris 4 heures de pénalité, pas moi, enfin ainsi que quelques autres. Et du coup, je remporte le prix de l'avenir, 3e amateur, enfin là, l'heure repassage dans Stade 2. L'heure de gloire. L'heure de gloire, là, je me dis, enfin, j'ai trouvé mon truc. Et là, le piège de celui qui en veut trop, plutôt que de rester avec ma moto de série peinard, j'essaie de me faire une préparation usine. Parce que là, je me dis, le Dakar, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je trouve aux États-Unis des amortisseurs White Power, je me trouve des bouchons de tête de fourche pour mettre de l'air là-dedans. Je m'achète la super chaîne à joint torique. C'était les premières chaînes à joint torique. Je mets tellement de pièces soi-disant spéciales que du coup j'ai tout pris dans la gueule. En fait, c'était une catastrophe mon Dakar. J'ai fait que ramer en mécanique. Je dormais 2 heures par nuit. T'as abandonné à quel endroit? Et j'ai abandonné, mais la première semaine. Au bout de 5 jours en Afrique, 4 jours en Afrique. Et en fait, à cette époque-là, d'abord le Dakar, c'était des étapes de dingue. Faut se souvenir que moi, en 82, je me souviens encore, on passait par Tam, et après on avait Tim, où on passait par Insala, je sais plus, mais on y avait Tit, Timeyawin, Gao. Tit, Timeyawin, c'était 1085 km, avec une 250 XLS, où dès que t'es dans le fèche-fèche, t'es en première, à 20 à l'heure, et t'attends que ça passe, tu fais des heures sur la moto, et du coup tu dors pas. Moi j'ai jamais vu Africa Tour, j'ai jamais vu la bouffe, à chaque fois que j'arrivais ils étaient repartis. J'avais pas de duvet, j'avais pas de matelas, j'avais pas d'assistance, et donc t'es en survie. Dès le deuxième jour, t'es en survie, quoi. Et donc t'en prends plein la tronche. Et donc le 5e jour, j'ai ma chaîne à joint torique qui était plus large que la chaîne d'origine et qui a découpé mon joint speed sorti de boîte. Et là, toute mon huile est partie. Et à part changer le moteur ou ouvrir, donc là j'étais cuit. Et après, mais finalement l'aventure a été belle parce que tout mon patrimoine c'était ma moto. Donc on était proche, au tout sud algérien, proche de la limite Mali, là où aujourd'hui il y a Al-Qaïda, donc on était dans cette zone-là, au nord de Gao. Et là, j'ai mis 15 jours à rentrer en France. Parce que quand t'abandonnes, qu'est-ce qui se passe? Là, mais là, là, il faut 3 heures. Là. Donc je vais vous épargner. Mais donc là, tu rentres encore dans une autre dimension parce que t'es plus reconnu par personne, t'es plus dans l'organisation, t'es plus protégé, démerde-toi. Et là, tu backchiches de village en village pour essayer de remonter la moto à coups de 404 pick-up et tout. Et j'ai réussi à ramener la moto, et j'ai toujours la moto dans mon garage, qui tourne, que j'ai remise en état, etc. Et je l'ai gardée. D'accord, belle histoire. Et là, donc, tu as une jeune vingtaine d'années. C'est un peu le moment de commencer à penser une carrière professionnelle. On va pas trop en parler un peu par pudeur, mais tu as une voie qui est toute tracée, que tu ne suis pas, la voie familiale, parce que ton grand-père te dit cultive ta singularité, et ta singularité à toi, c'est d'avoir cette passion de la moto, et tu te dis que finalement c'est ça qui va il y a 2 orchestrer une grande partie de ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais il y a 2 choses. D'une part, à l'époque, un de mes oncles qui dirige cette entreprise, clairement dit à la jeune génération, on n'a pas besoin de vous, démerdez-vous et faites vos armes. Un peu, c'était un peu ça. Enfin, le message, c'était globalement ça. Et je me suis dit, si je ne vais pas dans la maison familiale, qui aurait pu être un engagement passionnel aussi, et qui avait du sens,
il faut que j'aille sur un truc qui me passionne aussi. Et donc la seule passion, c'était la moto. Et t'as pas de regret là-dessus par rapport à l'entreprise familiale? Aucun, parce que je pense que quand tu es dans une entreprise comme ça, familiale, et qu'un jour, en espérant que tu sois bon, tu arrives à des responsabilités importantes, tu peux, au fond de toi-même, tu as une petite voix qui te dit, mais est-ce que c'est par ton talent ou est-ce que c'est par ton sang, quoi. Et en tout cas, moi, la moto m'a donné cette liberté de pouvoir m'impliquer pleinement, d'essayer de le vivre à fond. Mon parcours, il est lié à ce que j'ai réalisé, mais pas lié à là où je suis né. Et ça, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle. On peut la citer, la maison familiale? Oui. Non, je sais pas. Non, je suis lié à une maison qui s'appelle Hermès, mais moi j'aime rappeler qu'on était artisans. Je veux dire, moi, mon arrière-grand-père, il était artisan, et on est une maison de savoir-faire. Le rayonnement de la maison aujourd'hui, à travers ces différentes évolutions, en fait une des marques dites du luxe, mais que nous, on n'assume pas. Enfin, quand je dis nous, la famille, parce que le luxe, c'est moche. Non, puis toi, tes souvenirs d'enfance, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on est sur le savoir-faire, on est sur les ateliers, on est sur la main. Moi, j'ai appris, comme mes cousins d'ailleurs, on apprenait à coudre à 7-8 ans, à savoir reconnaître la texture du cuir. Enfin, on était dans le toucher et voilà. Et après, moi, je suis très fier que la famille soit restée unie et ait permis de faire une entreprise qui rayonne aujourd'hui, qui donne une bonne image de la France, qui emploie 20 000 personnes, c'est formidable. Mais à côté de ça, c'est pas parce qu'il y a cette réussite que je regrette en rien, moi, ce que j'ai pu réaliser, ce que je continue à réaliser pour la moto. Alors, tu es rentré dans la moto par un peu le sponsoring, finalement. Par la compétition. Par la compétition. Par la passion. D'abord chez Mobile. Alors non, même pas. Mon premier job, c'était, j'ai travaillé pour une agence qui s'appelait Chrono Organisation, qui s'occupait des relations presse et marketing de des teams de course de la CEITA, donc l'IG Gitane, Yamaha Gauloise. C'est eux qui organisaient la coupe Yamaha Gauloise. Et ils avaient aussi d'autres sponsors. Et moi, j'ai été recruté pour m'occuper d'un truc qui était improbable, qui s'appelait Skoal Bandit, qui était un tabac à chiquer. Oui, je me souviens de ça. Et Skoal voulait pénétrer le marché européen. Et donc, ils avaient une écurie de Formule 1, qui était l'écurie RAM, et qui portait bien son nom, parce qu'on était toujours dernière ligne, avec Philippe Alliot et Jonathan Palmer. Et on avait un team en championnat du monde d'endurance avec des Porsche 956. Et moi, je m'occupais des relations presse, de l'exploitation marketing de Skoal Bandit en Formule 1 et en championnat du monde d'endurance. Donc, au moins, j'étais dans le monde de la course, et le bureau d'à côté, c'était Yamaha. Et en fait, j'ai fait ça pendant 6 mois, avant de partir sur une idée qui était assez novatrice pour l'époque, puisque j'ai monté ma première boîte, dont la vocation était de mettre des caméras de télévision en direct, embarquées sur des motos et des voitures de course. Mais à l'époque, on n'était pas dans la médiation. À l'époque, on était sur des trucs qui étaient relativement volumineux, donc j'étais tombé sur un ingénieur un peu fou, et donc on découpait les caméras pour garder que la partie optique et tube, et on déportait l'électronique dans une partie arrière, ce qui permettait d'avoir une tête optique relativement compacte. Et déjà, à l'époque, j'avais trouvé un accord avec la Saft pour avoir des batteries au lithium en 83. On voit que la batterie lithium, c'est pas nouveau. Bon, voilà. Alors, mais c'était super novateur. C'était super novateur. Ça n'a pas duré, du coup. C'était super pas rentable. Ah, bah oui, c'est ça. Ce qui était un problème. Super idée, mais à l'époque, c'était très novateur. Et on venait déranger, en fait. Et donc, ce qui était terrible, c'est qu'on offrait ces images en direct aux diffuseurs. Donc moi, ça se passait très bien avec la BBC, avec RTBF en Belgique, avec la RAI, avec TBF. En France, c'était l'enfer, parce qu'il y avait un sponsor qui était Elf, qui considérait que toutes les images du sport mécanique, ça devait passer par eux. Et nous, on était un électron libre, et donc ils ont voulu et relativement réussi à nous tuer, parce que on était asservis à personne, et qu'on était électron libre. Et tu avais besoin de la France pour ce business, parce que même si tu avais besoin, on était quand même français, c'était quand même le socle, c'était difficile de ne pas avoir en France. Ça aurait dû être le socle qui nous aide, et ça a été celui qui essayait de nous tuer. Maintenant, j'ai vécu des trucs formidables, parce que notamment, on a démarré la boîte en milieu d'année 83. En 84, le système fonctionnait à peu près, et en 85, j'avais monté mon team. Donc j'avais un team dans le championnat du monde d'endurance, où j'avais convaincu Suzuki, qui nous confiait les Suzuki d'usine de Mélian de l'année d'avant,
qu'on faisait courir sous nos couleurs, qui s'appelait Sport Action, avec Benetton et ICF. Et j'avais sympathisé avec Christian Leliard, et on avait 3 pilotes de Grand Prix qui couraient en endurance. Il y avait Leliard, Guilleux et Espier. Et on a fait des top 5 aux 24 heures du Mans, on a fait 6 au Suzuka, et tout ça etc. avec les images embarquées. Et tout ça avec les images embarquées. On avait 2 motos, une avec la caméra, l'autre pour faire un résultat. Et j'avais 25 ans, j'étais team manager de cette écurie, quoi. C'était un truc de dingue. Donc j'ai fait ça, et puis la même saison et la saison d'après, j'ai fait une saison en Grand Prix avec Alain Chevalier, puisque Alain avait 2 motos en 500, une pour Didier de Radigues, et de même principe, la deuxième moto était pour Thierry Espier, et on l'équipait de caméras. Et donc j'ai fait 4 ou 5 Grands Prix de cette saison-là avec Alain. Ça rajoutait quoi le poids de la caméra? Parce qu'on imagine qu'un pilote... À l'époque, c'était 3,5 kg. Un pilote a toujours envie d'une moto plus performante possible. On nous dit on te rajoute 3,5 kg, ça râlait pas un peu? Oui, mais Thierry, c'est resté un ami, parce qu'on a partagé ces années-là, et Thierry, il n'avait pas de budget, et déjà c'était miraculeux pour lui de courir. Et donc la justification du sponsor, qui était Rollstar pour Didier de Radigues, il mettait une queue de budget en plus, ce qui permettait à Thierry de courir quand même, sinon il serait resté à la maison. Donc finalement, c'était gagnant-gagnant. D'accord. Okay. Et donc ça s'arrête, et du coup c'est là où tu rentres. Et donc je fais ça 86, 83, 84, 85, 86, et en 86, on fait des images au Boulder. Et je vais chez Stade 2, chez Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait, ils étaient avenue Montaigne, et je viens apporter ma cassette Humatic parce que le Boulder n'était pas retransmis en direct, et je leur donne les images de la course. Et c'était spectaculaire, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. À l'époque, c'était nouveau. Il faut comprendre que la caméra embarquée va arriver en Formule 1 en 90. Et là, moi, je vous parle de 85-86. On était 4 ans, 5 ans avant. Donc, c'était complètement novateur. Et je viens avec mes images du Boulder que je partage avec Gérard Holz, avec Antenne 2. Et Gérard Holz me voit dans le couloir. Et à un moment, il m'arrête. Il me dit, Eric, viens dans mon bureau. Et il m'interpelle et il me dit, écoute, Eric, il faut que je te dise, t'es interdit d'antenne. D'accord. Je lui dis, comment ça, je suis interdit? Il me dit, oui, mais je vois que tu t'épouilles, t'es sincère, tu fais le max, mais le jeu est pipé. Et on a un gros sponsor qui nous finance tous les déplacements de nos journalistes partout sur la saison, qui nous a dit que si on prenait 5 secondes de tes images, ils coupaient le robinet, ils arrêtent de nous financer. Donc je ne peux pas passer tes images. Et je le remercierai jamais assez, parce qu'au moins grâce à lui, j'ai compris pourquoi j'avais tant de difficultés à pouvoir faire développer les images qu'on produisait. Et donc, voilà, c'était pas un milieu dans lequel je voulais m'épanouir, je voyais pas comment. Et donc j'ai arrêté la boîte. Et c'est là où je suis parti chez Mobile, où j'ai pris la responsabilité de tout ce qui était innovation en termes de marketing. Et à l'époque, Mobile était un des gros sponsors de la Formule 1, avec Williams, l'écurie Williams, avec Nelson Piquet et Nigel Mansell. Et donc je me suis retrouvé en charge de tout ce qui était innovation en termes d'image et de développement commercial pour Mobile. Et très vite, j'ai réussi à les amener à s'intéresser à la moto, comme par hasard, et à lancer une gamme de lubrifiants moto, grâce à laquelle j'ai pu négocier un partenariat et la préconisation de Yamaha sur Mobile. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact la première fois avec Jean-Claude Olivier, et qu'on a négocié ce contrat qui nous a permis d'avoir déjà une plateforme de développement commun. Chez Mobile, tu restes 2 ans, on accélère un petit peu la timeline, tu restes 87-89, je fais 2 ans, je lance ce programme moto qui marche, je m'éclate, je vais sur les Grands Prix, je vais sur les machins, je prospecte commercialement le réseau. T'es toujours motard, hein, je suis toujours motard, je pratique. Ah non, j'ai toujours eu... Non, je continue à rouler. Plutôt des sportifs, plutôt vite? Non, à l'époque, j'avais pas un rond, du coup, j'avais gardé ma 2,5 du Dakar avec lequel je faisais le commuting dans Paris, donc j'allais bosser avec ma 2,5. Avec le numéro Dakar. Avec le numéro, tout. Voilà, c'était comme ça, où je me posais même pas la question, en fait. Et heureusement, dès que je contracte avec Jean-Claude me dit, écoutez, votre moto, il va falloir la laisser au placard, là, et vous serez considéré comme VIP, et donc vous aurez une moto de fonction. Et là-dessus, il me passe en moto de fonction une TZR 250. Génial. Et à l'époque, j'avais mon temps de référence, parce que j'habitais à côté d'Austerlitz, et je faisais la défense Austerlitz tous les jours, avec les voies sur berge. Et avec ma 2,5 Dakar, je faisais entre 20 et 22 minutes. Et là, le premier jour avec la TZR, 16 minutes, j'améliore de 6 minutes d'un coup. Je me suis dit, mais au bout d'une semaine, je me suis dit, je vais me tuer avec ce machin. Donc c'était improbable. Dans Paris, c'était un truc de barjot. Et donc au bout de 15 jours, je dis à Jean-Claude, je vais vous la rendre parce que ça va mal se finir.
Et il m'a dit, ah bon, bah, je vais vous donner un truc plus raisonnable. Et j'ai récupéré une FZ 750, ce qui était moyennement plus raisonnable. Et là, tu es descendu à 15 minutes. Et j'ai adoré cette moto. J'ai beaucoup aimé le moteur Genesis, c'était top. Et donc, j'ai été à Seine, j'étais machin, j'écumais tous les circuits avec. J'ai beaucoup roulé avec cette moto. Et d'ailleurs, j'en ai gardé une. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette moto. J'ai beaucoup roulé avec. Et puis, donc j'étais toujours motard. Et puis, en fait, au bout de 2 ans, j'ai vu que Mobile, c'était les valeurs de la boîte, c'était trop américain, trop tourné vers le pognon. Ils voulaient que tout était financier. Ça me gavait. Donc, voilà, j'ai voulu partir. Et j'ai eu la proposition d'un job. J'avais répondu à une annonce et BMW m'avait fait un contrat pour les rejoindre comme responsable marketing sur l'auto et la moto. Mais avant de faire ça, j'ai prévenu Jean-Claude Olivier, d'abord pour renouveler le contrat de partenariat avec eux, pour qu'il ne soit pas piégé et que je lui donne au moins 3 ans d'assurance du contrat sponsoring. Donc ça, je pense qu'il a apprécié. Et ensuite, je lui ai avoué que j'allais partir et je pouvais partir pour un concurrent. Et là, ça l'a gratté. Donc il m'a dit, attendez, signez pas tout de suite, j'ai peut-être un truc pour vous. Et il m'a mis de mèche parce que la CEITA recherchait, la CEITA c'était la société de distribution des tabacs, donc gauloise, les sponsors gauloise et Gitane, voilà, Ligier Gitane, Formule 1 et gauloise Yamaha, et il recherchait un patron du sponsoring et de la compétition, et ils m'ont pris. Et donc et ça c'est le métier de tes rêves, quelque part, non, faire ça. C'était le métier de mes rêves. Et tu m'as dit que c'était le pire métier que tu as jamais fait. Oui, c'était le métier de mes rêves, parce que pour moi, ça associait tout, quoi. C'était au cœur de la compétition. Et en fait, j'ai pas du tout aimé, parce que malheureusement, d'abord, je fume pas, j'ai jamais fumé, et donc j'avais aucune affinité pour le produit. Deuxièmement, il y avait des pressions politiques extrêmement importantes autour de ces budgets. Ça, tu le sens quand tu es en interne à la CEITA, ou c'est juste une étiquette, machin, dont tu sens que c'est le monde de la clope, quoi, que tu es comme dans un univers... Moi, j'ai été traumatisé parce que j'avais ma fille, à l'époque, on est en 89, donc ma fille avait 6 ans, et le 2e jour, j'assiste à une réunion marketing de stratégie pour une marque de tabac que la CEITA distribuait à l'époque, et j'entends le directeur marketing qui explique que il visait à l'époque les 12-14 ans, quand même. Et que c'était trop tard, et que si on chopait les jeunes à partir de 10 ans, on leur donnait une addiction qui serait encore plus élevée. Ah, c'est violent. Super violent. Et là, moi, je me suis dit, je ne peux pas bosser pour une boîte qui a une éthique pareille, quoi. Donc j'ai trouvé ça très, très dur, très dérangeant. Et j'y suis resté que 8 mois, alors que ça devait être le job de ma vie. J'y suis resté que 8 mois, parce qu'à un moment, tu peux pas servir loyalement une entreprise dont tu ne partages pas les valeurs. Et je partageais pas les valeurs de cette boîte. Donc, et Jean-Claude me propose 8 mois après de rejoindre Yamaha, ce que je fais en juin 90, d'abord comme directeur marketing, puis 3 ans après comme directeur commercial et marketing. Et là, je vais avoir un cycle de 11 ans avec Jean-Claude, d'une complicité professionnelle. Alors Jean-Claude, c'est une légende. Comment c'est de travailler avec Jean-Claude Olivier? C'est exigeant avec lui, avec les autres? Oui, c'est plus simple qu'on veut bien le croire. Moi, j'ai entendu, quand j'ai dit que je partais chez Yamaha, parce que j'avais quand même pas mal de copains dans la presse, tous m'ont dit, mais t'es complètement malade. Tu vas te faire hacher menu. Il en a usé quelques-uns quand même. Il en a usé quelques-uns. Nous, on a toujours une relation que j'ose dire qui était très équilibrée, très respectueuse. Je pense qu'il respectait ma culture, ma passion, mon engagement, tout comme je respectais évidemment son talent, ses talents. Et en fait, on a... dès le départ, travailler en complicité. On se vous voyait, c'était très respectueux, on bossait dur, mais oui, il était exigeant avec lui-même comme avec les autres, mais c'était toujours une exigence qui était justifiée ou justifiable. Et de temps en temps, il se mettait en rogne. Donc, moi, j'avais un espèce de, je ne veux pas se dire 6e sens, mais je savais très bien les jours où il était dans un bon jour, un mauvais jour. Tu savais le gérer, en fait. Voilà. Donc, il y a des jours, c'était même pas la peine d'y aller. Donc, voilà. Donc, fallait pas y aller. Et puis, il y a des jours où, là, il y avait une fenêtre où, au contraire, fallait y aller. Donc, voilà. Donc, quand tu avais compris qu'il fallait t'adapter aussi aux états d'humeur de Jean-Claude, ben voilà. Après, tu venais toujours au bon moment et tu arrivais à faire avancer tes dossiers. Et Jean-Claude était quelqu'un qui pouvait te permettre vraiment d'être en grande complicité, en grande intimité. C'est un type qui trichait pas, pour lequel le sens de l'humain était très important.
et le sens du dépassement de soi. Ouais. C'était un compétiteur. C'était un compétiteur. Moi, moi, j'ai vécu des trucs. Le seul mec qui m'est sorti sur un circuit, c'est lui quand même. Hein, parce que faire sortir par son patron, c'est classe quand même. Oui, mais parce que j'avais pas réalisé que c'était aussi important. Ouais, c'est ça, c'était important. Moi, je pensais que la compétition, c'était la compétition. Mais quand tu es sur un test de prototype au Japon, sur le circuit privé. Et qu'à un moment, il loupe un rapport et que du coup, tu le passes et que tu fais l'extérieur et que tu es devant. Bon, bah voilà. Erreur stratégique. Et ben là, c'était un drame. Un drame. Et moi, il m'a sorti à l'aide-non à l'entrée du triple gauche, je m'en souviens encore. Ah ouais. Ah ouais, mais il me coupait en deux. Hein. Parce qu'il ne fallait pas que tu sois devant. Ouais, parce que j'étais passé devant, et du coup, il m'a repassé, mais méchamment. Et en me coupant la route, j'avais pas le choix. Soit je percutais, soit il fallait que je relève. Et j'ai relevé, je suis tiré tout droit. Et après, il était dit, alors qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Mon vieux, je vous coupais en deux, ou je me sacrifiais, donc j'avais pas le choix. Ah non, je suis sûr que ça passait. Ça passait rien du tout. Donc il était comme ça, d'une totale mauvaise foi. Oui, si on grattait. Et sur la compétition, moi j'ai eu des trucs avec lui, mais de dingue. Et vraiment, il m'a... Ah oui, non, c'était chaud. Mais et un jour, j'en raconte... là, sur ce terrain-là, j'en ai plein les valoches. Hein. Non, parce que j'en ai plein les valoches. Mais un autre jour, juste pour donner la tonalité de Jean-Claude, on va au Japon, on essaie des protos, et je me fous par terre en essayant une TW125. J'ai entendu parler de ça. Sale chute, hein, sale chute. Si la légende est bonne, est vraie, sale chute. Sale chute. Bah, le problème, c'est que tu es sur un circuit qui est équivalent du Castellet, tu sors d'une séance avec ZX6R, R6, etc. Et d'un seul coup, tu as les petits Japonais qui viennent te voir, Ericsson, on vous a fait la moto que vous nous avez demandé, et c'était vrai, je leur avais demandé de décliner la TW200 en TW125, et ils le font, et ils me font la surprise. Ils me disent, voilà, t'as ta moto, est-ce que tu pourrais juste l'essayer pour me valider l'étagement de boîte de vitesse? T'imagines rouler avec ta TW125 au Castellet pour étager la boîte de vitesse, autant dire que ça sert à rien. Du coup, tu peux pas dire non, et je pars, et je fais mon tour, 1, 2, 3, 4, 5, et j'attends de faire mes 6 km. Le circuit fait à peu près 6 km. Et il se trouve que la dernière courbe avant la ligne droite sur ce circuit est une courbe où tu rentres en 3, tu sors d'une chicane, 2, t'accélères, 3, tu la balances sur l'angle, 3, tu passes la 4. Même avec une TW? Non, et là avec une R6. Ah oui, d'accord. Donc 3, 4, fond de 4, tu sors externe, et donc tu sors à 2,30. Je me retrouve avec mon TW125, avec mon truc. À 105 km/h. Et d'un seul coup, j'ai une lueur en me disant, putain, s'ils ont lâché le groupe d'après avec les 600 Super Sport, là, le mec, il va me couper en deux. Du coup, je me retourne et je regarde derrière, et tout en étant à fond comme ça, à mes 100 km à l'heure tout mouillé, je me redéplace à droite de la ligne droite pour libérer la trajectoire. Sauf que j'avais oublié qu'on est sur un circuit d'essai, et qu'à l'entrée de cette longue ligne droite, sur 100 mètres, tu as ce qu'on appelle des bumps, ça veut dire que tu as des vaguelettes, qui sont faites pour tester la stabilité, le chimie de la moto. Je rentre en regardant derrière, gramouillé, mes pneus sable, d'une main sur la zone de chimie, autant dire que immédiatement la moto braque, et je me retrouve tête la première par terre sur le bitume à 100 à l'heure. Et là, je glisse 150 mètres, inanimé, et je vais être 4 heures dans le coma. Ah ouais, quand même. Et je me réveille au bout de 4 heures, totalement dans le jus. Et au Japon, une fois qu'on t'a fait un scanner, qu'on a vu qu'il n'y a pas d'hémorragie, retour maison. Donc je me retrouve sur le circuit à 15 heures, totalement azimuté, je sais pas où je suis. Et je vois Jean-Claude, bah alors mon vieux. Et moi, et tu sais, quand tu t'en prends une bonne à moto, tu sais, tu touches n'importe quelle partie de ton corps, tout est à vif là. Non, mais t'es à vif partout, tu sais, on t'appuie. Et j'avais rien de cassé, mais j'avais pris une majeure. Oh là là, j'étais dans le jus complet. On rentre à l'hôtel le soir, moi j'étais vraiment moyen. Et Jean-Claude arrive dans ma chambre, dit, bon Eric, demain, pour la présentation, vous insistez, là-dessus, faut pas les lâcher. Je lui dis, écoutez, monsieur Olivier, demain... Je vais d'abord prendre mon Doliprane et puis on verra ça plus tard. Je sais même pas ce qu'on a bouffé hier, ce qu'on a fait, etc. Demain, ça me paraît un autre jour. Écoutez, mon vieux... Il t'appelait mon vieux? Ouais, mon vieux. Et là, il me sort, écoutez, mon vieux, il faut savoir oublier son corps. Ah ouais. Il faut savoir oublier son corps. Je peux dire que ce jour-là, je me le suis pris dans la tronche.
Et donc, le lendemain, j'ai fait ma présentation. J'étais en anglais, tout ça. J'étais épuisé. Je fais 1 heure et je vais m'asseoir au fond de la salle et je m'endors. Mais j'étais cuit. J'étais cuit, il n'y avait plus de jus, plus rien. Je vais au fond, arrive la pause, Jean-Claude, là, coup dans les côtes. Bah alors, mon vieux, on fait sa petite vieille. Il m'a même pas dit, vous voyez que vous l'avez fait et tout. Bah alors, on fait sa petite vieille. Ça va mieux, tout ça. Putain, ah non, c'était chaud. Donc, dans ces cas-là, dans ces moments-là, il poussait. Alors, stimulant, hein. Alors, il en reste quelque chose. C'est que tu te dis, bah oui, tu peux le faire. Donc, c'est vrai que ton corps, si tu écoutes un peu trop ton corps, il va te mettre des limites qui sont dépassables. Alors, jusqu'où il faut les dépasser, j'en sais rien. Mais ce jour-là, je les ai dépassés. Donc, ça, c'était Jean-Claude. Et puis, à côté de ça, on a eu des moments super sympas et de vrais partages. Et c'était un homme qui Vous alliez tous les deux au Japon, tous les ans, essayer des prototypes. Ça, c'est un moment privilégié dans la vie de quelqu'un qui est passionné de moto, parce que tu as accès à des choses. Très privilégié, parce que là, c'est à l'essence même. Et moi, le truc dont je suis le plus fier, finalement, dans mon parcours, y compris chez Yamaha, c'est que, ok, je suis tout ce qu'on veut en titre qui ronfle, mais je suis considéré au Japon comme test rider. D'accord. Et au Japon, ça, c'est chouette. Le fait d'être test rider me donne accès à pouvoir rouler sur ce qu'on appelle les études de faisabilité. C'est-à-dire que c'est pas un proto, c'est pas un pré-prototype, c'est une idée. Ça veut dire, ça peut être un concept châssis, ça peut être un concept moteur, qu'on met dans un châssis ou qu'on motorise avec un moteur standard, et on te dit, alors faut pas trop regarder comment c'est fait, parce que c'est bizarre, hein, mais on te dit, monte dessus, dis-nous ce qu'on peut en faire. Et là, t'es à l'âme du truc, tu te dis, putain, j'essaye un truc qui est complètement novateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et là, t'es en symbiose avec ta moto, t'es à la recherche, t'as tous tes pores de la peau en éveil, et t'essaies de comprendre ce que cette moto a envie de te dire, dans ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est des moments d'une intimité précieuse, et sur lequel, quand tu reviens et tu dis, t'embrasses le mec en disant, écoute, t'as fait un truc, c'est top, et moi je vois ça, et je vois ça, et je vois ça, t'as l'impression d'être vraiment en amont de peut-être une histoire qui va pouvoir se faire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une frustration parfois quand l'histoire ne se fait pas? Parce que, alors, j'imagine qu'on ne pourra pas dévoiler les modèles côté ici, mais il y a forcément des choses qui sont tentées et puis qui ne seront jamais dans le commerce. Alors, pas tellement. Non, je dirais que quand tu es sur des études de faisabilité et que tu es autant en amont, tu arrives à emmener une dynamique avec les ingénieurs qui fait qu'en général, le produit finit par sortir. D'accord. Le Nikon, par exemple. Bon. Par contre, ce qui est beaucoup plus frustrant, c'est des produits qui sont évidents, où tu sais que juste le marché, il attend juste ça. Et putain, et ce truc qui est évident, tu n'arrives même pas à le vendre. Ils n'arrivent pas à te le faire. Comme quoi par exemple? Comme des trucs qu'on n'a pas. D'accord. Non, mais... Une 1250 gros trail. Non, mais par exemple, la Super T. Avec un cardan et 30 litres d'essence. La Super T. Super T. Super moto, la Super T. Oui, elle s'est quand même vendue sur certains marchés. L'Europe du Sud a été un gros marché pour la Super T. Super moto, la Super T. Super fiable. Super moto. Elle a un défaut, le moteur faisait 40 kg de trop. Ça veut dire que tu prends la Super T avec le moteur, les performances, le cardan, la qualité châssis. C'était une moto qui en entrée de courbe donnait une sécurité formidable. Géniale moto. Tu lui retires 40 kilos, c'est une tueuse. Oui, mais retirer 40 kilos, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, mais en réfléchissant un peu, on doit pouvoir y arriver. C'est un prix, oui, mais non, mais le moteur avait été conçu de manière extrêmement sûre. Et on savait qu'il y avait plein d'aspects du moteur qui étaient surdimensionnés. Oui, mais ça explique sa fiabilité et du coup sa réputation. Oui, mais sans remettre en cause la fiabilité, en bossant un peu, allez, en demandant 40 kilos, il y avait moyen d'en trouver 30. Et je suis jamais arrivé. D'accord. Et c'est con parce que du coup, on a dû arrêter la Super T parce que les volumes n'étaient pas suffisants pour justifier qu'on passe Euro 5. Mais pendant 9 ans, je les ai tannés pour essayer d'avoir ma Super T sur lequel il fallait gratter en poids. Il ne fallait pas chercher à refaire une autre moto. Non, il fallait trouver du poids. Et voilà. Donc par moment, tu as des trucs qui te paraissent évidents. Et voilà, et ça vient pas, et ça c'est plus frustrant. Mais c'est quoi la difficulté? C'est les arbitrages entre la technique, le coût de revient, la rentabilité? C'est tout ça ensemble. Oui, la difficulté. À un moment, tu dis, je veux une Ténéré plus légère, vous pouvez la faire. Oui, mais c'est du temps homme, c'est du temps développement. Yamaha met la barre tellement haut en termes d'exigence, de qualité, de fiabilité, de test, que quand tu vas travailler sur une nouvelle moto, tu as tout un protocole qu'il faut respecter, et ça représente du temps homme, de l'investissement. Et ce temps homme,
quand tu te retrouves avec un marché et une réglementation qui en Europe évolue tous les 4 ans quasiment, avec Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5B, Euro 6, bah du coup, ces normes, elles te bouffent un capital ingénieur qui fait que tu peux pas mettre ce temps homme sur le produit qui, eux, vont exciter le marché. Tu vois. Donc c'est pénible parce que les clients se rendent pas compte de l'investissement colossal qu'on doit passer quand tu as, comme Yamaha, 13, 14, 15 moteurs différents, et que ces 15 moteurs, tu dois les faire passer Euro B. Et bien, Euro 5B pour 15 moteurs, ça te bouffe X milliers d'heures, et pendant ce temps-là, tu ne les mets pas à faire autre chose. Et ça, par moment, c'est un peu frustrant. Yamaha, c'est ta marque de cœur, finalement. Oui, c'est la marque de cœur, évidemment. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai pas eu de Yamaha avant de rejoindre Yamaha. D'accord. J'avais un de mes meilleurs copains dont la grand-mère était concessionnaire Yamaha à Saint-Gaudens et donc c'est une marque qui m'a toujours séduite, soit par son image et sa liberté, parce que dans les années 70 le trail c'était quand même amené par Yamaha, Bardot c'est Yamaha, enfin ces images là. Il y a énormément d'innovation, la VMAX, la RDC, VMAX, etc. Donc c'est une marque qui vit et qui va de temps en temps défricher et qui a une certaine liberté. C'est pas le conventionnalisme d'Honda. Honda fait des bonnes motos, c'est bien fait, c'est machin. Mais ça, à mes yeux, ça reste très conventionnel. Yamaha, on s'accorde, tu vois, une TDR 250, on s'accorde des trucs où, à un moment, j'en ai eu deux, c'est fantastique. Tu vois, bon, même une MT-01, une Nikon, alors après ça marche pas, mais on tente. Et tu roules sur un Nikon, putain, je suis désolé, mais dans un col dans les Alpes, il n'y a pas mieux, quoi. Tu t'éclates à prendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration, une déception à voir que ça n'a pas pris, le concept de Nikon, en fait? Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que c'est pas pris. Je pense que les chiffres de vente sont non, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été respecté. Moi, j'ai pas rencontré un motard, un vrai motard, un roule toujours, qui l'a essayé, qui m'a dit, je comprends rien à votre truc. Tout le monde m'a dit, ah oui, c'est pas mal. Bon. Après, est-ce que j'assume, en termes d'image, à rouler sur un truc pareil? Non. Très bien. Mais au moins, le mec a compris. Donc moi, déjà, le fait qu'il ait compris, c'était bien. Je pense que si on voulait faire du volume, il faudrait que le Nikon soit plus adapté à un modèle CP2 et à faire un modèle pour le permis auto. Blocage de direction, tout ça. Et qui fasse que, en fait, on soit le MP3 appliqué à la moto, ou le Tricity 300 adapté à la moto. Ça veut dire vraiment jouer sur les 3 roues pour vulgariser et rendre plus accessible notre univers moto. Et là, on ferait du volume. On a voulu faire une moto qui donnait des sensations et qui était, bon, voilà. Peut-être que ça, c'était un peu trop ambitieux. On a peut-être raison trop parfois. Mais oui, parfois, c'est pour ça que moi, je suis pas... on a fait on joue l'aventure, on verra. Après, donc, dans cette alchimie, ingénieur, développement, etc., oui, j'ai eu un privilège énorme de vivre tout ça et de continuer à le vivre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, ça fait plus de 32 ans que tu es chez Yamaha, c'est ça? Tu as pourtant écrit ta plus belle lettre de démission de ta vie à Jean-Claude Olivier à la fin des années 90, et qui l'a déchiré. Oui, non, mais en fait, le problème, c'est que j'étais un homme de Yamaha France, de Yamaha Motor France, et je travaillais sans arrêt avec le groupe. Sur le product planning, sur le développement. Et puis, dans ces années-là, la France était vraiment leader en Europe. Donc, Yamaha Europe était obligé d'avoir Yamaha France avec eux. Et à l'époque, on était encore dans une forme d'affirmation de soi. Jean-Claude, c'était un homme d'importateur. Il était avant tout un homme de Sonoto. Et Sonoto, c'est un importateur indépendant. Et il était attaché à cette volonté de ne pas se faire bouffer par le système et de rester libre. Néanmoins, cette liberté devenait de plus en plus difficile à défendre quand tu deviens une filiale à 100% du groupe. Si tu veux, à un moment, tu ne peux pas non plus... Bon. Et donc, moi, j'étais l'homme d'un certain consensus entre l'âme de Yamaha France que je protégeais, en le rendant supportable et acceptable par le groupe. Donc, assez vite, au bout d'un certain nombre d'années, le groupe a commencé à me dire, dis donc, De Seine, tu veux pas venir bosser directement pour... Et j'ai eu une proposition à la fin des années 90, par le groupe, par Yamaha, pour aller prendre la direction de la moto aux États-Unis. Et puis, un mois après, ils m'ont dit, Eric, t'oublies, Jean-Claude nous a dit que tu devais rester avec lui en France. Bon. Et comme il m'avait surtout dit, t'en parles pas à Jean-Claude, j'en ai jamais parlé à Jean-Claude. 1 an et demi après, rebelote, ils me disent, tu veux pas prendre la vice-présidence de Yamaha Europe, on a besoin d'un mec qui emmène la moto pour l'Europe, etc.
Bon, j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Ça faisait 10 ans que j'étais avec Jean-Claude, Yamaha France, et je trouvais que faire une respiration de 3-4 ans, ça avait son sens avant de revenir en France. Mais je trouvais que ça avait son sens. Ils reviennent, ils me disent, Eric, t'oublies, Jean-Claude, tu restes en France. Ouais. Du coup, ça m'a amené à échanger avec Jean-Claude. Et je dis à Jean-Claude, ça fait 10 ans, ça fait 8 ans que j'ai le même job, moi j'ai besoin d'évoluer, donc qu'est-ce que vous me donnez pour continuer à me nourrir ? Ah, ben, mon job, c'est le vôtre un jour, mais ce serait moi qui déciderais le temps et l'heure. Bon, très bien. Et on a eu cette conversation dans l'avion en partant au Japon, et bêtement, il me provoque un peu. Il me dit, mais écoutez, de toute manière, si vous voulez une direction générale, il n'y a pas qu'Yamaha dans la vie, machin, il la joue grand seigneur. Ouais. Il m'a avoué après il m'a dit, mais jamais je pensais que tu partirais un jour. Ouais. Il m'a dit, je pensais que je te tenais, et que... Bon. Et en fait, il me dit ça, et ça me provoque. Et je lui dis, mais comment ça et il rajoute, mais si jamais un jour vous décidez de quitter Yamaha, je vous demande de me prévenir 1 an à l'avance. Moi, même pas lâche. Je lui dis quoi ? 1 an à l'avance, l'année, elle commence aujourd'hui. Bon, très bien. Donc, 1 point partout. Voilà. Et puis, la balle au centre. On refait une année formidable. L'année d'après, on se retrouve dans l'avion, même timing. Je lui dis, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous souvenez de la conversation de l'an passé ? Vous avez un peu évolué. Bon, non, et pourquoi pas ? Et vous avez... Ah bah non, merde. Et donc, au bout d'1 an et demi, je finis par lui envoyer ma lettre de démission, qui était une lettre d'amour, pour lui dire que j'adorais tout ce que je faisais, mais il fallait que j'assume aussi mon ambition personnelle, qui était de continuer à grandir, et que je ne voyais pas comment je pouvais encore me nourrir assez, et je ne voulais pas devenir un défensif, quoi. C'était pas possible. Et donc... il l'a accepté, mais il m'a dit, bon, bah, alors restez pour faire le congrès de concessionnaire, j'ai besoin de vous. Alors on a fait le congrès de concessionnaire, et puis il me dit, bon, alors maintenant c'est sympa, vous avez vu, votre lettre, on la déchire. Je dis, bah non, non. Ça faisait 2 ans qu'on en parlait, et puis finalement, au bout de 2 ans et demi, j'ai fini par quitter à la mort dans l'âme, quoi. Et en fait, j'ai eu des propositions de la concurrence pour des postes très solides, enfin, qui, en tout cas sur le papier, correspondaient complètement à l'ambition du moment. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'est pour ça que Yamaha est ta marque de cœur. Je ne pouvais pas, oui, parce que heureusement, la moto, ça reste de l'affect. Je respecte toutes les marques. J'adore travailler pour l'intérêt du monde de la moto. D'où ce poste à Yamaha. Oui, alors aujourd'hui, mais c'est vrai que d'une manière générale, parce que j'étais impliqué dans les travaux de la Chambre syndicale, après j'ai été président de la Chambre syndicale en France pendant 8 ans, et j'ai toujours aimé jouer le collectif. Et même quand j'étais Yamaha pur commercial, je trouvais toujours que ouvrir le marché, faire des actions qui arrivent à promouvoir l'image de la moto d'une manière globale, c'est de toute manière ce que doit être ma première motivation. Et qu'ensuite, si on n'est pas trop bête en tant que marque, et ben si c'est nous qui sommes à l'initiative de ces actions d'ouverture, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas au moins notre part de marché dans ces nouveaux entrants ou dans ces nouveaux adopteurs. Donc, moi, j'ai toujours été omnibulé par le fait d'ouvrir le marché, de faire que la moto sorte de sa tanière et arrive à mieux rayonner, à mieux être respectée, à mieux être écoutée, etc. Pour ça que j'ai jamais hésité lorsqu'il fallait faire des interviews, même sur la sécurité, parce que pendant des années, on se faisait challenger comme sur les chiffres de sécurité. Moi, j'étais prêt, je connaissais toutes mes stats et je pouvais expliquer pourquoi la moto devait être protégée et pourquoi on devait aussi mieux protéger les motards. Donc, j'ai toujours été sur cette ligne-là. Et donc, après, évidemment, quand tu as la chance d'avoir contribué à faire sortir des produits qui sont devenus, les MT, la R1, la R1, j'ai beaucoup contribué à la R1. Dans cette version radicale de ce qu'elle était au départ. Oui, évidemment. Une moto de course, évidemment. Et puis là-dessus, j'ai plein de trucs. Mais quand tu as vécu tout ça... Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux qu'être redevable par rapport à la marque qui t'a permis de vivre tout ça. Et encore aujourd'hui, moi, sincèrement, et c'est pas pipeau, je remercierai jamais assez Yamaha de m'avoir laissé autant de liberté. J'ai eu, quand j'ai quitté Yamaha, donc j'ai eu ma boîte pendant 8 ans. C'était le groupe Option. C'était le groupe Option, donc on avait de la presse, il y avait des salons, il y avait le salon du tuning, il y avait voilà, absolument, le Mototour. Le Mototour, tu l'as organisé ou tu l'as aussi couru ? Ah non, mais le Mototour, je l'ai
vraiment relancé. Oui, c'est-à-dire tu conçu. l'as pas couru, en fait. Et alors, je devais le courir. Oui. Alors, j'ai fait des spéciales. Ouais. Je me suis accordé de faire quelques journées. Donc, notamment, quand on arrivait, il y avait les 3 derniers jours autour de Toulon, où on proposait à des gens de découvrir, voilà, et de faire. Donc, je m'accordais de faire, quand tout s'était bien passé, bon, je me disais, allez hop, et donc, Audemars me passait une FZ d'Hermile, et je me faisais 1 ou 2 journées avec, avec justement le Faron et les dernières spéciales. Et une FZ d'Hermile, le Faron, faut l'emmener quand même. Ouais, si, c'est super sympa. Si, c'était super sympa. C'était super sympa. Et donc, moi, non, c'était. Et donc, je l'ai fait un peu, mais voilà, donc il y avait l'activité régie publicitaire, organisation de salons, organisation d'événements sportifs, presse. Et puis, mais bon, à peine j'ai quitté Yamaha, Jean-Claude m'appelait et on déjeunait ensemble tous les 2 mois. Et il m'a dit, j'ai fait une connerie, mais jamais j'aurais cru que tu partais. Et ben oui, mais à un moment. Alors la psychanalyse de comptoir a des limites, mais malgré tout, il s'achète un chalet à la montagne en face du tien. Oui, donc ça veut quand même. Enfin, il y en a plusieurs des montagnes quand même. Ce qui était marrant, c'était quand en 2000, avec mon épouse, on est passionné de montagne. Et elle adore ça. Et donc je lui avais dit, écoute, si on doit acheter un jour un truc au-delà de notre appartement à Paris, il faut que ce soit à la montagne. Et donc on essayait plein de stations, et un jour on tombe sur une station très familiale dans les Alpes vaudoises, vraiment paumée, qui s'appelait les Diablerets, et on tombe sur un vieux chalet d'alpage, donc vraiment qui était à moitié en ruine, mais voilà, et on se dit on va faire notre concon là, donc on construit notre truc. Et ben je quitte Yamaha, j'achète ça en 2001 et je quitte Yamaha en 2001. En 2003, Jean-Claude me dit, devine où je suis au Diableret, et véridique, il me dit, j'ai loué un chalet au Diableret pour 8 jours. Je dis, ah bon? Il me dit, mais t'es là? Je dis, oui, je suis là. Et il m'appelle le matin comme ça. Je lui dis, mais il est où ton chalet? Je dis, mais tu vois quoi quand tu fais la vue? Eh ben, je vois ceci, je vois cela. Puis à moi, il me décrit, je me mets à la fenêtre, je lui dis, tu vois le mec qui te dit bonjour? Il avait loué le chalet voisin. Voisin. Non mais c'est pas. C'était un truc de barjot. Il était là. Il dit, je suis là. Alors mon vieux, on va faire un petit tour. Là-dessus, ma femme catastrophée qui me dit, ah non, pas Jean-Claude. Je vais pas te voir des vacances et tout. Bon. Et puis finalement, il a acheté un terrain, il a fait construire un chalet à 400 mètres de chez moi. Et du coup, on passait nos vacances d'hiver ensemble, on skiait ensemble. L'été, on partait en randonnée. On attaquait la randonnée, il me disait, Eric, faut que tu reviennes. Je te laisse, je suis mûr, je suis prêt, je te laisse, machin, je pars à la fin de l'année et tout. On partait. 1h30 après, ou 2 heures, on faisait notre balade, avant de rejoindre les bagnoles. Bon, alors, t'as compris, tu reviens comme directeur marketing et commercial, et tu... Je dis, attends, Jean-Claude, t'es pas prêt? Non, moi, je reviens pas pour... Non, j'ai pas fait tout ça pour revenir. Non, ça marche pas, t'es pas prêt. Bon. Et ça a duré comme ça, le sketch, pendant 3-4 ans, jusqu'au jour où j'ai senti qu'il était prêt. Et là, je lui ai dit, ok, si t'as besoin de moi, je reviens. Son accident, c'est arrivé combien de temps après le fait que tu aies repris... Son accident de la main? Non, de la route. Non. Alors parce qu'il a eu d'abord son accident à la main qui l'a beaucoup meurtri, et donc je suis revenu après, et donc je suis revenu j'avais pris la décision en avril 2009, je suis revenu le 1er septembre 2009, il est parti le 27 février 2010, oui, d'accord, c'était rapide, et son accident est arrivé en 2013. D'accord, Et oui, ça a été. J'ai essayé de l'accompagner du mieux que je pouvais dans cette période où il fallait qu'il accepte de faire son deuil de Yamaha, ce qui n'était pas facile. Ça doit pas être ça, parce qu'il a vécu toute sa vie, c'était ça en fait. C'était pas facile. Et encore la veille de sa mort, je l'appelle au téléphone le jeudi soir. Son accident a eu lieu le samedi matin. Et le jeudi, je revenais de chez Martial Garcia, j'étais à Annemasse, sur le quai, et on se parlait au téléphone. Et on venait de sortir nos résultats de l'année. Donc ça faisait 2 ans qu'il était parti, on était fin 2012, et je dis n'importe quoi, on avait un budget où il fallait faire 100, et je fais 108. Et je savais, il était venu dans l'entreprise pour fureter, pour voir les résultats. Donc je savais qu'il était passé. Et il me dit, bon, j'ai vu les résultats, c'est honorable. Je dis, bon, ok, honorable. C'est un super compliment de la part de JCO. Alors qu'en 2012, on était quand même à poil au niveau produit, on était après Lehman Brothers, et la MT-09 n'était arrivée que fin 2013, donc on était quand même dans une période produit difficile. Donc moi, j'étais quand même pas mécontent de ce qu'on avait réussi. Et alors, tu sais pourquoi je te dis honorable?
parce que tu aurais dû demander plus de soutien financier de la part de Yamaha Europe. Ouais. Donc il était encore dans une logique d'importateur qui essaie de piquer du pognon à la maison mère pour consolider son résultat à lui. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans, je m'en foutais. Moi, dès l'instant où je faisais mon budget, où nous, en France, on arrivait à être profitable, à avoir correctement soutenu nos concessionnaires, le réseau, etc., moi, le job était fait, et la marge amont que peut garder Yamaha, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc, j'étais pas à vouloir à tout prix... Et je me souviens encore de son... C'est honorable... Et alors, en général, il finissait par encouragement mon vieux. Alors, encouragement mon vieux, c'était quand même pas mal. Ouais, ça veut dire que c'était pas mal. Et le Japon, du coup, se rappelle à ton beau souvenir en te faisant monter dans la hiérarchie Yamaha. Oui, en fait. Assez vite, quoi. En fait, ce qui s'est passé. Tel que ça aurait dû être le cas à la fin des années 90, finalement. En fait, ce qui quelque part. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je reviens en 2009. Lehman Brothers, la situation est compliquée, il n'y a rien dans le product planning, et donc là, un de mes premiers chantiers, je me remets sur le product planning pour motiver les Japonais, et ça va être MT-07, MT-09, MT-10. Donc ça, c'est ta paternité. Enfin, c'est une. On est plusieurs, heureusement. Mais disons que j'ai contribué, et notamment, j'ai été celui qui a vraiment insisté sur bicylindre, 3 cylindres, 4 cylindres. D'accord. En considérant que chaque architecture moteur avait une raison d'être en fonction de sa cylindrée, et qu'on avait beaucoup de bons concepts qu'on avait sortis et qui avaient été gâchés par des motorisations inadaptées. Pour moi, le pire, c'est peut-être la MT-01 qui aurait dû être un roadster à la limite du sportif et quelque part un peu une monstro à la Yamaha. Mais par souci d'économie, on lui a collé ce gros 1700 américain qui avait rien à foutre là-dedans. Et quand tu roules avec une MT-01, j'en ai une, hein, donc, et j'avais beaucoup poussé pour cette moto, mais pas avec ce moteur. Et en fait, c'est un moteur à qui il manquait 1500 tours d'allonge moteur. Et qui faisait que c'était bien, mais pas exactement moi ce que j'aurais souhaité. Et donc, à ce moment-là, je pousse vraiment sur ce 2, 3, 4 cylindres et je me souviens, vraiment on bosse super dur pour sortir ce renouveau. Et à ce moment-là, on savait qu'on avait 4 ans à tenir, 3-4 ans pour faire la transition. Et donc dans cette période-là, je restructure d'abord Yamaha France, qui était devenu beaucoup trop lourd, trop confortable, trop épais. On avait trop de personnel, trop de charges, trop de coûts fixes, trop de plein de choses. Et donc c'est pas le boulot facile, ça, quand même. Non, mais je remets en place cette réorganisation. Et je ne sais pas si c'est lié à mes valeurs protestantes, mais pour moi, j'ai dit aux Japonais, écoutez, laissez-moi faire. Je vais mettre en place des plans successifs. On va atteindre l'objectif, mais je vous demande une chose, c'est que c'est moi qui gère la pendule. M'imposez pas un timing. Parce qu'il faut respecter les gens, et si on veut que ça se passe bien, il faut laisser du temps. Et donc, j'ai mis en place 2 plans successifs de départ volontaire. On a mis beaucoup d'argent pour accompagner les gens, des transformations, et j'ai eu plein de belles histoires. Je me souviens encore une jeune femme qui était au marketing, et en fait, moi je trouvais que le job était pas mal, mais elle s'emmerdait comme la pierre, elle n'était pas faite pour ça. Et un jour, parce que j'avais dit au personnel, on va devoir réaliser ce plan-là, mais je prends l'engagement, ma porte est en permanence ouverte pour tous ceux qui se poseraient la question, ou ceux qui risquent d'être victimes de ce plan. Donc on le fera ensemble, et vous serez pas tout seul. Et donc j'ai mis en place beaucoup de mesures d'accompagnement. Et un jour, elle est venue me voir dans mon bureau en me disant, vous savez, Eric, mon rêve depuis que je suis enfant, c'était d'être styliste. Ah bon? Mais je lui dis, écoutez, regardez, on a un budget qui est alloué de 15 000 € de formation possible. Payez-vous votre formation de styliste, on verra bien. Et de toute manière, nous, on vous garantit votre salaire pendant 1 an et demi. Donc, faisons. Elle a fait son truc, aujourd'hui, elle est styliste. Donc, il y a eu des histoires de dingue. Et elle avait 42 ans. Donc en fait... J'ose pas dire ma fierté, parce que réduire des organisations, on peut pas être fier d'aider des gens à partir et à choisir d'autres voies professionnelles. Mais une relative satisfaction, c'est que sur l'ensemble du personnel qui a dû nous quitter au cours de ces 2 années, entre 2010 et 2012, il y a eu plus d'une 40aine de personnes, voire une 50aine qui sont parties, et il y en a que 7 pour qui ça a été un départ contraint à la fin. Pour 43 autres, ça a été une opportunité. Et donc, j'estime d'avoir fait mon job le mieux possible. Et donc, ça s'est bien passé, j'ose dire, bien passé. Et donc, voyant ça, les Japonais m'ont dit, Eric, il y a aussi MBK qu'il faudrait restructurer. Et donc là, je me suis collé ensuite à MBK. Je la fais courte, ça s'est bien passé à l'arrivée. Donc, on a réussi à intégrer MBK, etc. Donc, vraiment, et donc, quand ils ont vu que ça se passait bien une deuxième fois,
Il m'a dit, bon, maintenant, on voudrait te mettre, il faudrait restructurer l'Europe. Est-ce que tu veux faire partie des 3 qui doivent faire cette task force pour réfléchir quel est le sens de Yamaha Europe, comment on peut améliorer les choses, comment on peut donner du sens et plus de sens entre Yamaha Japon, Yamaha Europe et nos branches par pays. Et donc, je me suis mis sur ce chantier-là pendant 2 ans et ils ont été vaches parce que 1 mois et demi avant qu'on lance le D-Day, vraiment le jour J où il fallait annoncer, révéler, expliquer tout ce qu'on allait faire. On était au salon de l'ECMA et ils m'ont chopé dans leur chambre d'hôtel là, en me disant, Eric, on a un truc à te dire. On s'est dit que ce plan était tellement ambitieux, c'est tellement autre chose, que si c'est pas un Européen qui le mène, on n'y arrivera jamais, c'est pas nous, Japonais, qui pourrons le faire. Donc on voudrait demander que ce soit toi qui le mette en place. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Yamaha Europe pour reprendre la direction des opérations en 2014, pour mettre en place ce plan, l'expliquer, l'accompagner auprès de aussi le réseau, parce que moi j'ai toujours été un fervent défenseur du réseau. Notre marque, elle vit au contact du client. Et si tu respectes le client, tu respectes le concessionnaire qui doit être, lui, épanoui si tu veux espérer qu'il serve correctement ton client. Donc voilà, donc j'ai mis tout ça en place, et puis ça s'est passé, et puis ça s'est bien passé, on a eu des résultats, tout ça, ça a fonctionné, et donc au bout de 2 ans, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux pas... Et c'est là où ils m'ont nommé executive officer au Japon, qui était le préalable au fait que je reprenne la présidence en Europe et qu'on passe maintenant dans une ère où mes successeurs seront européens et on a réussi. Alors il y a ce film Being John Malkovich, c'est quoi être Eric de Seine quand on voit toutes les casquettes que tu as, toutes les responsabilités que tu as, un emploi du temps qu'on imagine incroyablement compliqué entre Yamaha Europe, Yamaha Japon, Lima, avec l'ONU, comment tu... Non, c'est pas si compliqué. Non, mais de l'extérieur, ça le paraît quand même un peu. Non, mais d'abord, c'est accepter. C'est plusieurs choses. La première chose, c'est que d'abord, moi, j'ai toujours considéré que j'avais qu'une seule vie. Ça veut dire que j'ai pas une vie professionnelle et une vie personnelle. J'ai une vie, et cette vie, elle est au service de ce que j'aime, et donc de la moto, comme de ma famille. Le plus dur à arbitrer, c'est la famille, parce que c'est elle qui souffre le plus de ça, et je l'entends, mais j'ai une femme qui l'a quand même toléré pas mal. Elle n'a jamais pu vraiment l'accepter, parce qu'elle voulait essayer de me protéger contre moi-même, en fait. Mais je pense que c'est cet arbitrage-là qui a été le plus difficile. Prendre différentes casquettes dans la moto, c'est pas un problème dès l'instant où il y a une cohérence entre elles. Quand je suis patron de Yamaha, j'ai un impact sur la collectivité des constructeurs, et donc quand je raisonne au titre de la collectivité en tant que constructeur, finalement ce n'est qu'une autre manière de comprendre le problème et les sujets que ce que j'ai moi assumé au niveau de Yamaha, et au contraire l'un enrichit l'autre, donc tu peux espérer d'être un peu plus intelligent. Donc moi j'ai toujours en plus je suis un mec qui dit oui, moi j'ai du mal à dire non. Je trouve que, parce que toutes les expériences m'intéressent et que je suis curieux, et que je trouve que la vie, faut la respecter tous les jours, et une manière de la respecter, c'est d'essayer de donner aux autres. Moi, j'ai un moteur qui est formidable, c'est que j'essaie de donner du bonheur aux gens. Alors, c'est très prétentieux peut-être de dire ça, mais déjà mes collaborateurs, aux gens qui peuvent vivre en conséquence de ce que je pourrais avoir à décider. Donc je trouve que c'est quand même formidable d'avoir l'impression d'avoir une manière t'as un peu le potentiomètre, et tu peux, par ton implication, entretenir la motivation des gens, leur manière de vivre la moto d'une manière riche et utile et exemplaire. Donc moi, ça me nourrit formidablement, ça. Et puis, je suis absolument pas blasé de l'expérience qu'apporte la moto. Alors justement, est-ce que on entend, alors c'est peut-être très franco-français, et c'est vrai que toi tu as une vision mondiale de la chose, une culpabilisation naissante sur l'impact carbone, sur le fait de consommer du carburant, sur le fait de faire du bruit, etc. Est-ce que la moto, comme engin de liberté, comme engin de loisir, a encore un bel avenir, ou est-ce que les contraintes sociétales, écologiques, environnementales font que le carcan se rigidifie un petit peu? La vérité, elle n'est pas opposée l'un avec l'autre. La vérité, elle est à faire que on préserve la liberté et la puissance de ce que la moto peut apporter à l'individu ou à la société, tout en respectant une réglementation qui doit continuer à évoluer. Donc aujourd'hui, tout l'exercice, c'est de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'il y a des libertés
ou une réglementation qui peut se durcir en termes d'émissions et de pollution, ce qui est bon pour la planète, malgré tout, non, on est tous d'accord avec ça, et il faut le reconnaître, il faut que néanmoins le fait d'accompagner ces mesures-là ne vienne pas pour autant fracasser l'usage de la moto tel qu'on le connaît et tel qu'on l'aime. Mais il y a une voie. Il y a une voie. Tu sais, je suis au comité stratégique de l'ACO, par exemple. Et j'aime bien parce que là, tu es en contact avec le monde de l'automobile, où il y a moins de passion, mais il y a plus de technologie et de réglementation encore. Donc, tu arrives à savoir ce qui pourrait te tomber sur le nez dans quelques années quand ceux qui appliquent ces réglementations penseront à la moto. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'écouter. Et en fait, quand tu prends l'empreinte carbone des 24 heures du Mans, de l'épreuve des 24 heures du Mans automobile avec 300 000 personnes, l'émission carbone faite par les voitures de course, c'est même pas 4% de l'empreinte carbone. Et en fait, 80% ou 75%, c'est le public qui vient. Donc tu t'aperçois que finalement, la pire épreuve au monde en termes d'empreinte carbone, c'est le marathon de New York, où tu as plein de compétiteurs dont la moitié elle vient par avion, et c'est épouvantable. Et pourtant, le marathon, c'est pas ce que tu vois comme pratique sportive la plus polluante. Mais les conséquences, en termes d'empreinte carbone, c'est incomparable avec le MotoGP. C'est bien plus. Donc, tu t'aperçois que tout ça, c'est une question de loupe et de prisme. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser plus que nécessaire. Notre industrie doit faire des efforts. Moi, je ne me culpabilise pas, mais on se fait culpabiliser. Mais ça, je m'en fous. Ils peuvent se déplacer moins pollués. Non, mais d'accord, ils peuvent culpabiliser ce qu'ils veulent. Après, vraiment, ça, les petites graines, elles finissent par donc, je pense qu'il faut garder raison. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de faire en sorte que notre industrie continue à aller vers une voie qui soit la décarbonation, qu'on arrive à améliorer encore nos performances, notre empreinte carbone, mais sans pour autant renier et remettre en cause l'essentiel, qui est le sens même de nos produits, leur existence. Aujourd'hui, nos produits sont extrêmement vertueux. Notre empreinte au sol, en surface, c'est 4 fois moins, 5 fois moins qu'une automobile. Tu peux déplacer 2 personnes sur un scooter, même électrique, si tu veux prendre l'exemple de l'électrique. Tu prends un scooter électrique, tu as une batterie qui va faire au maximum 30 kilos, tu arrives à déplacer 2 personnes et un top case. Une Tesla, pour transporter 4 personnes, elle met 900 kilos de batterie. C'est pas du tout vertueux. Nous, on est beaucoup plus vertueux. Donc ça veut dire que ça soit aussi bien dans la technologie thermique que l'électrique, nos engins sont une solution à la décarbonation du monde. On est une solution. Aujourd'hui, tu sais faire des engins à combustion qui consomment entre 2 et 4 litres au 100. C'est très vertueux aujourd'hui. Et si tu considères qu'en plus, en termes de carburant, tu prends un carburant fossile tel qu'on le consomme aujourd'hui, on le met dans nos réservoirs. Si tu prends la détection des puits de forage, l'extraction du pétrole, sa transport, sa transformation et son acheminement aux stations-service, finalement, l'empreinte carbone à 70 à 80%, elle est faite sur l'ensemble de la chaîne logistique, et la consommation du carburant lui-même, c'est même pas 20% de l'empreinte globale. Si demain, tu es capable de faire des carburants de synthèse, ce qui est vraiment une voie intéressante. En circuit court. En circuit court, où tu produis proche de ton lieu de consommation, et que l'énergie déployée pour pouvoir produire ce carburant de synthèse est une énergie verte, tu as réduit de 80% ton empreinte carbone telle qu'on la connaît aujourd'hui, et tu continues à rouler avec un moteur à combustion. Donc moi, c'est pour ça que je dis souvent en politique, arrêtez de vouloir faire un tout électrique. C'est pas votre problème. Votre problème, c'est pas la technologie. Votre problème, c'est la destination et le point d'arrivée. On veut réduire notre empreinte carbone de 50%. Ça, c'est un objectif. Et nous, on y soutient. Mais on vous dit, choisissez pas la technologie. C'est à nous de le faire. Et que si on doit demain réussir à faire des moteurs à combustion à eau qui recrachent comme ta bouilloire électrique, c'est quoi votre problème? Si c'est un moteur à combustion qui fonctionne comme ça, c'est pas votre souci. Votre souci, c'est qu'il n'y ait plus de carbone. Donc nous, on va vous aider. Mais arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Choisissez pas pour nous. Et ça, petit à petit, c'est pour ça que je suis assez content de la position de l'Allemagne récemment, qui a remis en cause cette espèce cette espèce d'évidence à vouloir bannir à tout prix le moteur à combustion. L'équation, elle est plus complexe que ça. Et on arrivera à un monde meilleur, y compris sur le plan de la décarbonation, en utilisant plusieurs technologies. Un jour, peut-être l'hydrogène,
pas aujourd'hui, parce que l'hydrogène consomme encore beaucoup trop d'énergie pour constituer un carburant utile en termes d'empreinte carbone, mais ce sera peut-être une solution un jour. Aujourd'hui, oui, l'électrique est une solution pour l'urbain, et moi je suis assez convaincu pour l'urbain, principalement parce que tu réduis l'émission CO2 là où les gens résident, et donc en termes de santé publique, tu peux comprendre qu'il y a un gain, et surtout pour moi, ça supprime la nuisance sonore et la pollution sonore, qui pour nous est un problème pour protéger la pratique. Les motards parfois ne se rendent pas assez compte comme la pollution sonore est devenue aujourd'hui le premier combat des opposants à la moto. Moi j'ai connu pendant 30 ans l'opposition qui venait des statistiques de sécurité routière. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on a réussi à suivre une pente très favorable, et que même si maintenant on commence à atteindre un certain palier, mais il faut l'accepter, on a quand même été vertueux dans notre trajectoire. Donc aujourd'hui, quand tu vas dans des débats publics, on t'attaque beaucoup moins sur la sécurité que ce n'était le cas il y a encore 10-15 ans. Par contre, dès que tu tombes sur un opposant, blam, il te balance dans la tête le son, le bruit. Donc il faut qu'on l'adresse. Moi, en ce moment, d'ailleurs, en proximité avec Georges Viegas, qui est le président de la FIM, et là, j'étais avec les Américains l'autre jour, on essaye d'emmener tout le monde pour réduire les bruits des motos de cross. Donc on devrait essayer de réduire de 3 décibels. Et comme tu le sais, 1 décibel, tu doubles quasiment le son. Donc ce sera notable. Parce que si on veut garder nos circuits de cross, il faut qu'on arrive à réduire le bruit. Sur le MotoGP, c'est normal qu'elle fasse mais non, non, je sais pas, c'est une question que je... Non, mais moi je l'ai dit plein de fois à Carmelo Espeleta. Je dis, mais c'est pas, vous avez fait à une époque le son libre parce que la F1 le faisait, vous êtes des suiveurs, vous nous rendez pas service. On n'a pas besoin. Je veux dire, tu vas dans les box du MotoGP, tout le monde se met des trucs dans les oreilles, tu en prends plein les mains. Ça rime à rien. Aujourd'hui, tu as une moto qui fait 105 dB, ça suffit largement. Parce que le bruit, pour moi, il a une vertu quand même. C'est que quand tu es spectateur et que tu vas voir sur un Grand Prix, tu sais où le mec coupe et tu comprends ce qu'il fait. Tu sais quand il en remet, tu sais quoi. Donc en fait, tu es en connexion grâce au bruit. Et on le voit bien quand tu vois une course de moto I, tu es un peu déconnecté parce que tu sais pas très bien ce qu'il fait le pilote dessus. Tu sais pas s'il a remis les gaz ou pas. Donc je dis pas qu'il faut plus de bruit, je dis juste qu'il faut un bruit qui reste raisonnable, pour garder la magie de la course, garder la connexion avec le pilote, mais pas faire du bruit pour faire du bruit, c'est trop bête. Merci Eric, quelques questions rapides pour finir. Comment tu conjugues cette carrière et une passion de la moto qui ne s'éteint pas, parce que des fois c'est un boulot, donc tu es tout le temps, toute la journée jusqu'au cou. Est-ce qu'à un moment tu dis pas bon... Non, et ben non, parce que la flamme reste non, mais je pense que la flamme, elle reste par la pratique. Moi, je continue à rouler au moins 2 ou 3 fois par an sur circuit, avec mes vieilles, parce que j'ai quand même pas mal de vieilles motos et tout. T'as combien de motos? Quelques-unes. 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 Ouais. Non, mais je les ai. Alors, je suis pas collectionneur. Mais je collectionne. C'est-à-dire que je n'aime pas l'idée d'un collectionneur, parce qu'un mec qui collectionne, il a envie de toutes les avoir, ou d'avoir. Bon, toi, c'est le. Il y a un truc compulsif. Un truc de dingue. Quoi. Le mec qui fait sa collection de timbres et qui veut remplir toutes les cases. Donc, moi, j'ai pas envie d'avoir toutes les Yamaha. Non. Par contre, je veux préserver ce que je crois être, à titre personnel, des souvenirs qui ont été marquants, inspirants, et je veux que ces motos, ou l'histoire, ou l'émotion qu'il y a avec, continuent à pouvoir être transmises pour les générations futures, et continuer à pouvoir les partager avec le public. Et malheureusement, tu t'aperçois qu'il y a une partie de ce marché, c'est devenu un marché de la moto de collection, où tu as des gens qui achètent et que ces motos, elles partent à l'étranger. Et tu les verras plus. Et donc, moi, j'ai racheté des motos comme la Butte 350, les Pernod, etc. Alors, en général, elles ont des moteurs Yamaha, donc ça bon, je me dis, je trahis pas complètement, mais ça me permet surtout de les laisser ici et de continuer à les prêter, à les exposer, etc. Et à ce qu'elles vivent. Là, j'ai une maison qui est en fait un truc de famille qu'on a depuis 130 ans, et du coup, j'ai pu racheter le corps de ferme qui est à côté de la maison où j'ai passé mon enfance et tout. Et l'intérêt, c'est qu'un corps de ferme, tu as de la place. Donc, je mets les motos là, et c'est pas très loin d'un petit bled qui s'appelle Cany-Barville, et il y a 10 jours, j'aurais prêté 13 motos, et les mecs, ils en ont pris plein les mirettes, là. Bon, mais ça me fait plaisir. Quand je les vois qui sortent de mon garage, elles sont encore plus belles. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir de les partager. Donc, t'as un mix de motos de course et de motos de route, en fait. Oui, alors, en fait, je suis organisé autour
de 4 thèmes. D'accord. Alors, j'ai les motos de série qui sont les motos auxquelles j'ai participé au développement. D'accord. Donc je me considère un des pères ou un des parrains. Donc tu as une R1, forcément. Donc R1 98, R1 2015 quand on a ressorti la R1. J'ai eu la MT-01, la GTS, la TW 125, la Virago 125, la Ténéré 700 évidemment, etc. Donc toutes ces motos auxquelles, la MT-09, la MT-07, bon. Donc toutes ces motos auxquelles moi je sais le boulot qu'il y a derrière et que c'est un peu mon bébé et donc j'en garde une. Mon problème, c'est que la moitié, je les ai rachetés sur le Bon Coin, et que maintenant, je peux plus acheter sur le Bon Coin parce que le mec me croit pas. Donc, la dernière fois, le mec, il ne croyait pas que c'était moi. D'accord. Il dit, pas possible, moi, je suis le pape et tout. Je dis, mais non, mais envoyez-moi votre carte d'identité, envoyez-moi votre truc. Je dis, attendez, qu'est-ce que... Et donc, en fait, ça devient super compliqué d'acheter sur le Bon Coin quand tu commences à avoir un nom un peu connu dans la moto. Le mec, il te croit pas. Comme si De Seine allait acheter sur le Bon Coin une TW 125. Non, mais attends, le mec, il te croit pas. Du coup, tu te fais bananer, c'est super frustrant. Tu dis, mais si, mais c'est moi, mais je vais vous l'acheter, votre moto. Alors du coup, maintenant j'utilise des prête-noms pour pouvoir racheter la moto qui m'intéresse. Bon, mais là, j'ai à peu près fait le plein. Donc j'ai une moto où j'ai une trentaine de motos qui sont comme ça des motos de série, qui sont soit des motos auxquelles j'ai participé, soit des motos qui m'ont inspiré. Donc j'ai une RD 350, une RDLC 350, une YDS7, j'ai même des Kawa 3 cylindres, parce que moi j'ai été très marqué par les 3 cylindres, j'ai vraiment beaucoup aimé ces motos, et puis j'aimais beaucoup aussi Xavier Maugendre. Donc voilà, donc j'ai des motos comme ça. Après j'ai mes motos à moi. Mon Peugeot Rallye, du guidon Shell, ma première 100 Kawa que j'avais achetée à 16 ans. Et que tu as réussi à conserver, c'est la même. Alors, certaines, c'est la même. C'est pas la mienne. Parce que moi, je suis comme tout le monde, j'avais besoin de pognon, et moi, il fallait bien que je les vende. Bon, mais la 100 Kawa, je l'ai retrouvée, elle est même mieux que la mienne. Parce que moi, je bignais tous les mois. Tous les mois, j'en prenais une. Donc, elle était bignée de partout, la mienne. Donc, celle-là, que je savais faire le tour, je savais ce qui... Elle est impeccable. Bon, donc, elle est mieux que la mienne. J'ai ma 125 S3 du Challenge. Après, j'ai ma 2,5 du Dakar. Enfin voilà, donc ça c'est mes motos, plus mes premières motos de course, puisque moi mon rêve, mon ambition première dans la vie, c'était de me payer une TZ. Donc moi, le truc, t'as des mecs, ils veulent s'acheter une Porsche, moi c'était ma TZ. Moi donc, la première moto que j'ai rachetée avec mon bonus de chez Yamaha, parce que je savais même pas que j'aurais un bonus, mais quand c'est tombé, j'ai investi dans une TZ. Donc j'ai une TZ 3,5 de 79 qui était ma première moto de course que j'ai rachetée ensuite. Et après j'ai gardé ma moto du bol d'argent, j'ai fait une endurance, là, j'ai fait le trophée d'Oron en souvenir pour Robert, et du coup j'ai gardé la moto, enfin voilà, donc des motos. Ça c'est ma pièce à moi, et puis après j'ai une pièce pour les motos tout-terrain Dakar, et les motos de Jean-Claude, que j'ai racheté à son épouse, à sa famille, à la suite de sa mort. Donc là, c'est plutôt Dakar, et puis avec des motos de mes pilotes, entre guillemets, Adrien Van Beveren, Maxime Renault, Romain Fèvre, etc. Donc en fin de saison, il y avait toujours 4-5 motos avec lesquelles ils font la saison. Et dans ces cas, je contacte le team et je leur dis, écoute, je voudrais t'en racheter une. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un prix marché, donc au moins comme ça, il n'y a pas de discussion. Moi, je l'achète au prix marché, mais au moins comme ça, j'en ai une. Dans les motos de Jean-Claude, il y a les protos du Dakar, les FZ900, des choses comme ça. Non, parce que ça, j'ai interdit. J'ai conseillé à la famille de ne pas les vendre. Oui, d'accord. Donc, moi, Jean-Claude m'avait expliqué plusieurs fois, son père avait fait les 24 heures du Mans sur Porsche dans les années 50, et Jean-Claude avait un regret, c'est que son père n'ait pas gardé une de ses voitures du Mans. Et il me l'avait dit plusieurs fois. Donc, quand il est décédé, j'ai dit à Colette, à son épouse, à ses enfants, ne faites pas l'erreur de vendre les motos de Jean-Claude de course. Donc, je vous interdis de les vendre, si je peux. Donc la moto de 85, il a fait 2, gardez-la. La fusée, gardez-la. Sa dernière moto de son dernier Dakar, gardez-la. Il faut préserver-la. Je vais vous aider à vendre les autres, mais celle-là, surtout, gardez-les. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc non, les motos gel sont plus anecdotiques, mais j'ai une de ces motos du Touquet, parce que le Touquet et Jean-Claude, c'est une histoire d'amour. J'ai sa 490 Super Motard, quand il a importé le Super Biker, il appelait ça Super Biker du Canada, c'était la moto avec laquelle il avait fait son truc et tout, et ça c'est lui qui me l'a vendu, je lui ai acheté de son vivant. J'ai la XJR avec laquelle il avait fait le bol d'argent. Moi je le faisais avec une TRX et lui il l'avait fait, et il avait cassé au
milieu de la ligne droite et il poussait. Et moi, je roulais et chaque tour, je tournais la tête pour faire celui qu'il n'avait pas vu. Parce que je me fallait dire, alors mon vieux, non, c'est lui qui m'a dit, bah alors, vous avez pas vu où je poussais? Je dis, ah non, vous avez pas vu? Parce qu'il s'attendait à ce que je m'arrête pour pousser avec lui. Bon, donc je dis, ah ben non, vous avez pas vu. Oh, c'est pas possible. Ah non, pas vu. Bon, je pense qu'il m'a pas cru. Mais bon, et donc ça XJR, Saron, JCO, du bol d'argent 97. Et puis j'ai sa VMAX perso. D'accord. Donc il avait une VMAX, lui, perso, première génération. C'est pas celle avec laquelle il est en arrière. Non, parce que ça, celle-là, elle n'était pas homologuée, elle venait du Canada. Et ça, je l'ai récupérée et elle est dans le conservatoire de Yamaha Europe. D'accord. Elle est au chaud, entièrement restaurée. Le conservatoire Yamaha Europe, il est privé, c'est pas un musée ouvert au public en fait. Non, alors mais, qu'il y a une ressource non, mais à chaque fois que quelqu'un me demande de le visiter, je lui fais une visite perso. D'accord. Parce que je n'ai pas envie que ça reste que pour moi. Et ça c'est ton initiative, le conservatoire. En fait, l'idée, c'est d'avoir... C'était d'avoir préservé, parce que je garde ça, parce que je trouve ça bien. Quand on a des jeunes ingénieurs, tu t'aperçois qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire, et que quand tu leur dis que tu veux une moto tout-terrain avec une hauteur de selle basse, ils te disent c'est pas possible. Tu dis bah attendez, venez voir. Et tu les emmènes là-bas, tu dis oui, asseyez-vous. Bah oui, c'est tout-terrain et c'est machin. Donc c'est pas quoi. C'est qu'une question de choix. Bien sûr. Mais à un moment, arrêtez de faire un arbitrage qui est sectaire. Écoutez ce que je vous dis. Non, je vous dis tout terrain, hauteur de selle basse. Voilà. Donc et là ils sont là. Ah, Azo. Ah, bon, ils découvrent. Très bien, ils découvrent. Mais donc moi j'aime bien cette notion de on est tous des transmetteurs. Moi, je suis pas le patron de Yamaha, je suis un transmetteur qui essaie de préserver ce que l'entreprise a su constituer et bâtir depuis 1955 et de faire en sorte qu'on soit dans le meilleur état possible pour que mes successeurs en continuent à en faire une belle histoire. C'est ça mon rôle. C'est pas donc moi j'aime cette idée de transmission et je renie pas ce qu'ils ont fait. Je suis pas passéiste, mais je respecte. Tu vois. En parlant de transmission, ton fils aime la moto ou Oui, il aime bien. Ça aurait pu ne pas accrocher. J'ai pas du tout poussé mes enfants, j'ai 4 enfants, je les ai pas du tout poussés, mais il aime bien. Et alors du coup, t'en fais avec lui entre autres, dans mon conservatoire à moi, donc t'as le tout-terrain en bas, et puis en haut, t'as les motos de Grand Prix, Superbike, Endurance. D'accord. Avec un thème particulier quand même sur Christian Saron et Patrick Ponce, parce que moi j'étais membre du Patrick Ponce Fans Club à fond, je ratais pas une machin, etc. J'étais vraiment un gros fan de Ponce. J'ai été de Saarinen, puis de Ponce, et donc je suis content d'avoir ces motos-là qui sont là, et en fait, cette collection, ou cet ensemble de motos, est un truc aussi ce qui m'a permis de transmettre à mon fils, parce qu'il les connaît, il comprend, il respecte. Et puis moi j'ai une pièce miracle, parce que comme je racontais que je jetais rien, je garde tout, j'ai une pièce pour laquelle j'ai tout ce que j'ai gardé. Et alors là, il y a des bouquins, des archives, des casques de pilote, des maquettes, des jouets. J'ai tous mes jouets d'enfance que j'ai gardés, des motos. Je dois avoir, je sais pas, 300 maquettes et j'ai tous mes passes, toutes mes tenues, voilà. Que des trucs que, moi, ça partira à la benne, mais pour le moment, je rentre là, je me dis, c'est quand même sympa. Voilà. J'ai tous mes bouquins. Et tu rentres le soir avec un petit café, regarder ça. Non, mais même je feuillette, je renage, tu te nourris. On a fait des trucs super. Il faut s'en souvenir. Donc, si on veut préserver les valeurs de la moto, il faut aussi te réoxygéner, tu vois. Et là encore, sans faire du passéisme. Mais on a fait des trucs super et mis dans le monde d'aujourd'hui, ça mérite encore. Donc, je trouve ça précieux de savoir que c'est là. Voilà, c'est là. C'est un beau témoignage. Et donc j'essaye maintenant de témoigner, quoi. D'accord. On approche des dernières questions. Ton fantasme moto réalisé, le truc le plus marquant, car on imagine que tu as une vie excessivement bien remplie dès que ça touche à la moto, mais quelle est la chose qui te rend le plus... C'est le jour où j'ai roulé pour la première fois sur l'YZR 500 de Christian Saron, quand même. D'accord, c'est si bien que ça. Quand tu roules sur une 500 Grand Prix, avec toute... d'abord, c'est quand même... oui, c'est un moment privilégié. C'est un moment privilégié, tu respectes, quoi, je veux dire. Et puis le truc, ça marche.
Parce que t'as l'impression d'être assis sur un moteur, c'est rigide comme tout, c'est super léger. Et je me souviens, c'était au Coupe Moto Légende, et je roule et je rentre dans la cuvette, tu prends l'épingle au fond à droite, et puis t'as la montée là, et tu ressors, et tu te dis, attends, celui-là je le mange, allez, celui-là aussi. Enfin, tu vois, le truc, ça répond. Et c'est facile, c'est tendu à conduire. Non, mais c'est comme tout. C'est facile à rouler, c'est compliqué à rouler vite, quoi. Donc après, tout dépend où tu mets la barre. Rouler pour rouler, tu roules. Maintenant, exploiter pour te dire je suis à la limite de la moto. Faut même pas penser. Donc, non, ça, c'est des moments. Si tu veux, le fantasme, c'est ça. Et puis, je te dis, moi, c'est toutes ces périodes de test d'un pré-prototype, d'un truc où tu es sur le circuit privé, tu es juste tout seul. Tu sais, parce que moi, ils me font tester les trucs à l'heure du déjeuner, tu vois, donc il n'y a personne. J'y vais entre midi et 2, crac. Et on te sort de la bâche, machin, t'as un truc proto, t'as les 3 ingénieurs où tu sens que les mecs, ils ont mis tout leur jus de cerveau depuis 3 ans là-dedans, et tu vas essayer leur truc, c'est leur bébé, et qu'est-ce que tu vas en dire là, dans ces moments-là. Et ils sont inquiets quand tu reviens au stand, non? Ils regardent, ils cherchent quoi? Le regard, l'expression, le premier mot? Évidemment, c'est les premiers mots qui comptent et tout, mais là, tu sens que t'es sur des moments absolument précieux, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu peux pas acheter, t'as la chance de... Et ça, moi, je respecte profondément. Est-ce que ça, toute temporalité mise à part, c'est pas le jeune Éric de Seine qui, à 9-10 ans, rentre dans le monde des grands avec son père, les BMW, le bol d'or, machin, et là tu te retrouves dans un... T'inquiète pas, dans un autre monde. Je vais dire, c'est même pire que ça, parce que moi, la moto m'a offert de faire les jobs de ma vie plusieurs fois. Et quand c'est resté célèbre dans la famille, et mon père le disait souvent, et ma mère le dit encore, quand j'avais 13-14 ans, parce que moi, je foutais rien à l'école. Mais c'était volontaire. C'est-à-dire que... Enfin, je foutais rien à l'école. Je le fais à l'envers. Je ne foutais rien à la maison de travail scolaire. D'accord. Parce que je trouvais que c'était un temps inutile. Je trouvais que j'avais trop de trucs à faire quand j'étais à la maison pour en plus rabâcher ce qu'on m'avait déjà expliqué en classe. C'est sûr. Du coup... En classe, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une super mémoire auditive et visuelle. Ce qui fait que moi, il suffit que je prenne en note un truc, je m'en souviens. J'ai pas besoin de le rabâcher, je m'en souviens. Du coup, j'ai exploité ce capital-là pour, à la maison, faire la mécanique des bobs du quartier, faire les trucs. Ce qui, en tant que parent, je peux comprendre pour mes parents, n'était pas très rassurant. Parce que je me démerdais toujours pour avoir 12. Moi, j'étais le champion du 12. 12, on vient pas te chercher des plus dans la tête. On te dit, c'est quand même pas terrible, vous pourriez faire mieux. Mais on peut pas non plus te punir. Bon, alors du coup, tu passes. Donc moi, j'étais champion du 12. Comme ça. Et le 12, je l'avais sans bosser à la maison. Du coup, c'était formidable. Je pouvais faire plein de trucs. Et donc, je faisais plein de trucs. Et donc, j'étais tout le temps dans l'atelier, en train de bricoler, etc. Et donc, les parents étaient un peu inquiets. Et je me souviens, j'avais 14-15 ans. Et un jour... parce qu'en plus, j'étais un peu indiscipliné. Donc ma mère s'était un peu convoquée par le proviseur de temps en temps en disant votre fiston, faut un peu le serrer, bon. Et un jour, donc voilà, j'avais droit à une petite explication et j'avais les parents, écoute Eric, fais un effort quand même, essaye de moins la ramener en classe et tout, fais profil bas, bon. Et puis là-dessus, je fais une réponse qui était, de toute manière, vous inquiétez pas les parents, pour faire ce que j'ai envie de faire, il n'y a pas besoin d'études. Donc restez détendu, c'est pas la peine de vous stresser. Ah bon, et qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire pilote d'essai de moto. Et en fait, moi, mon truc, ça, c'était un truc qui m'inspirait. Pilote d'essai de moto, je trouvais qu'être dans le développement produit, de machin, vraiment, ça me plaisait, ça m'a inspiré. Et donc, en 90, quand pour la première fois, j'étais au Japon, à Fukuroi, et qu'on me faisait essayer les protos, je me suis dit, allez, tu peux cocher la case. Ça, c'est fait. Et ça, c'est des trucs que... C'est des trucs que la moto permet, et c'est pour ça que moi je suis un profond optimiste, parce que je veux pas faire du truc facile qui est quand on veut on peut, mais quand même. Si tu bosses, parce que il n'y a pas de miracle, il faut bosser. Bon. Mais si tu bosses, tu comptes pas, tu acceptes d'être mal payé, mais tu sais pourquoi, parce que tu reconnais la valeur de ce qu'on te confie. Et que tu sais que ça va te nourrir aussi, toi, dans ton projet de vie, dans ta construction personnelle. Si tu restes accroché à ça, les choses viennent à toi. Les choses viennent à toi. Moi, tu vois, j'ai jamais fait campagne. Là, ils m'ont demandé d'accepter de reprendre cette présidence de l'IMA, qui est une grande institution. Moi, je suis pas du tout politique. Tu vois, sur le principe, ça me rince complètement. Mais
quand on vient, tu te dis, attends, s'ils se sont posés la question, c'est que je peux peut-être apporter quelque chose. Et tu te dis, bon, bah, je vais le faire comme moi j'ai envie de le faire. Quand les Japonais sont venus m'ont proposé la présidence de Yamaha Europe, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez que je fasse ce que faisait mon prédécesseur japonais, vous allez être déçus. Hein, parce que moi, c'est pas mon truc et je vais jamais faire ça. Par contre, si vous me laissez faire du Eric Dossen et machin, peut-être que je vais vous apporter quelque chose. Et ils m'ont dit, mais si on te le confie, c'est parce que c'est comme t'es. Vas-y, fais-le comme tu. Et ça, c'est formidable. Mais évidemment que les gens viennent à te proposer ça, si tu as démontré par ta personnalité, par ton engagement, par ta capacité de travail, que tu respectais ce qu'on pouvait te confier. Donc, enfin moi, j'ai toujours eu l'impression que ça a été une mécanique qui s'est quand même auto-alimentée au fur et à mesure de la vie. Oui, c'est une construction. Ouais. Voilà. Alors ça a coché beaucoup de cases. Une case pas cochée, quel est ton fantasme moto pas encore réalisé? La M1 de Quartararo, après la 500 de Saron. MotoGP. Ça, tu fais ça et on te la livre à domicile, non? Alors, j'ai déjà dit. C'est l'avantage du boulot. J'ai déjà dit à Hidaka, le président du Japon, et un jour, parce qu'on se fait des points comme ça, en face-to-face, enfin en face-à-face régulier, et un jour, il me dit, ah Eric, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai essayé la M1 sur un Fucureuil. Oh, je dis, attends, Hidaka, t'as fait ça? Tu m'as même pas prévenu, parce que moi, je venais. Je lui dis, donc, je te préviens, maintenant que je sais que tu l'as essayé, il va falloir me la faire aussi. Hein. Il dit, ouais, t'inquiète pas, on va essayer d'arranger. Bon, j'attends que ça vienne de lui. Mais si, par principe, t'as quand même l'impression de toucher l'ultime. Bah oui, c'est la grâce, absolue. Dernière question, Eric Dossen, pourquoi tu fais de la moto? Oh, pour plein de raisons. Je dirais, il n'y a rien qui te donne une impression de liberté accessible aussi facile. Je me souviens, pendant le Covid, tu vois, on travaillait dans ma bulle. Heureusement, j'étais à la campagne, je m'étais casé à la campagne, et donc on bossait, et puis c'était l'époque où on te disait 1,5 km, etc. Et un soir, j'en pouvais plus, ils me fatiguaient, là, tous. Et du coup, je suis descendu, j'ai sorti une 3,5 RDLC, blam, démarré, je suis sorti, j'ai pris la route de la Plaine, 1,5 km, je suis arrivé au stop, je dis, ils me font tous chier, il n'y a personne dans la... Et je suis parti, j'ai fait la route de la côte, j'ai fait 20 bornes, mais j'avais l'impression de... La transgression absolue. Transgression absolue. Et bien 20 bornes en RDLC, le long de la côte et tout, et ben il n'y a rien qui te donne... Et j'ai eu, dans ce Covid, j'ai eu 2 fois ça. Et un soir, j'étais tout seul, je ne sais pas où était ma femme, j'étais tout seul, et vraiment je m'arnais à la mine, on bossait, des visios toute la journée, puis avec le Japon, tu attaques à 8h, 7h30, et tu finis, bon, vraiment, non. Et un soir, j'ai un de mes cousins qui travaillait, qui a une baraque à 5 km, qui me dit, écoutez, on est comme des cons et tout, allez, viens, t'en fous, on s'en fout, viens dîner à la maison. Je fais le machin, la bouffe. Et j'ai pris une 400 kH, 400 Kawa. Mois de novembre, on se pelait. Et j'arrive, je prends un petit casque jet, mon petit jean, mon machin, batterie 6 volts avec le phare jaune, tu vois, et qui fait que quand tu mets du régime, putain, je me gelais et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Et il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux que ces moments-là. Donc, pourquoi la moto? 1, liberté. 2, je pense que j'aime le risque maîtrisé. Et j'aime le risque que représente la moto, parce que quand tu prends des risques, t'es vivant. Et que le mec qui prend jamais de risque, et en fait, il se rend pas compte qu'il est déjà mort. Et pour moi, ma femme m'a dit un jour, je comprends pas, tu fais que des sports où il faut toujours un casque. mais c'est vrai, parce que j'aime cette notion de anticiper la prise de risque, la maîtriser, être correctement préparé, équipé, etc. Et après, tu sais que tu vas vivre un truc intense. Parce que il y a un enjeu. Tu peux pas y aller en touriste. Tu vois. À un moment, il faut que tu sois concentré, tu sais ce que tu fais, etc. Et ça, j'aime ce côté exigeant, l'exigence de la moto pour ça. J'aime le côté communautaire. Je trouve que le fait d'avoir cette espèce de pacte entre motards, où tu sais que tu fais une activité à la marge, qui est risquée, qui n'est pas conventionnel, que soi-disant il ne faudrait pas faire, etc. Ça unifie les gens autour de valeurs communes. Et ça fait brasser des milieux qui ne seraient pas rencontrés ailleurs. Ça fait brasser des milieux, et moi c'est une richesse de rencontres et de partage qui pour moi est extrêmement précieuse dans ma vie. Donc ça, moi je trouve que cet aspect communautaire, il est là. Et puis le 4, c'est la passion, parce que je trouve que quand tu partages ta passion avec d'autres, tu es à chaque fois sur
une zone transparente et sincère. Et que quelqu'un qui parle de sa passion, le mec, il est complètement à poil, il s'en rend même pas compte. Et il se raconte complètement, comme j'essaie de faire finalement là. Mais c'est précieux. Ouais, bien sûr. On vit dans un tel monde d'images où les mecs, ceux-là jouent, ceux-là. Moi, j'ai toujours détesté ça. Et je n'ai jamais vu un autre milieu aussi fort que la moto pour être sincère sur la passion et la transparence de la relation entre bonhommes qui partagent cette passion. Et c'est déjà 4 bonnes raisons. Ouais. 4 bonnes raisons. Dites-nous s'il y en a d'autres de faire de la moto. Merci Eric, on te remerciera jamais assez. Si vraiment dans le planning et dans les responsabilités qui sont les tiennes, d'avoir pris le temps de te poser sur le canapé de Motomag. Merci infiniment pour ce témoignage. Ça montre que dans la moto, il y a Dieu, il y a Eric de Seine, et que même au plus haut niveau de la moto, on peut être immensément passionné et garder cette passion au fil des années. Merci encore Eric pour ces moments de partage. De rien, à bientôt. C'est ça aussi la moto. À bientôt, soyez prudents, bisous sur le casque, et on se retrouve très bientôt dans une autre émission sur la chaîne YouTube de Motomag. Merci à Fred à la technique, qu'on entendait un peu rigoler derrière ces écrans de contrôle tout à l'heure.